Je vais vous demander quelques instants de silence, un petit peu pour remercier l'Arzac Explo et le Céladon, qui sont les deux associations qui fédèrent et qui vont nous présenter les travaux ce soir de prospection. Je vous remercie toutes et toutes d'être là, parce que souvent on est émerveillé par le ciel, par les étoiles, etc. Mais on est tous beaucoup... souvent très curieux de ce qu'il y a sous nos pieds, et quand on peut avoir la chance, c'est pas mon cas parce que mon gabarit ne permet pas, mais le fait d'avoir des sveltes, le nombre qui sont capables de descendre dans des arènes et puis d'aller prospecter, c'est toujours intéressant, et puis ça éclaire aussi notre mémoire, parce que souvent on dit, tiens, là il y a une source, là c'était la source d'un tel, là, etc. Et puis on ne sait pas vraiment d'où vient l'eau. Moi, à titre personnel, par exemple, on me disait depuis une trentaine d'années que ça arrivait de l'Égoile ou du Massif central. Ça, c'est une vérité, puisqu'on est au pied du Larzac, et donc, en l'occurrence, c'est clair que l'eau, elle ne va pas venir de l'Auvergne, donc on peut penser qu'elle venait du Massif central. Mais je dis ça en plaisantant pour dire que les travaux aussi de coloration qui ont été faits ces derniers mois ont aussi fait avancer la connaissance et ont poussé encore un peu plus loin les limites de ceux qu'on connaissait précédemment. Et quand on habite dans une commune où on a la chance d'avoir des sources, c'est toujours intéressant. Il y a quelques amis du Larzac, et quand on habite sur le Larzac et qu'on voit des arènes ou des trous, c'est toujours intéressant de savoir où ça peut aller et dans quelle vallée ça sort. Et je crois que ça, c'est intéressant. Donc moi, je veux remercier aussi la communauté de communes qui accompagne ce projet, qui est un projet qui est essentiel, parce qu'au moment où on parle de réchauffement climatique, au moment où on parle de dérèglement climatique, je crois que c'est aussi important de savoir d'où vient l'eau. Donc là, dans quelques semaines, vous pourrez y retourner, il n'y a plus de poussière, avec ce qui est tombé ce week-end. Donc il n'y a plus de poussière dans les grottes. Mais c'est aussi intéressant de le faire, je le dis parce qu'il y a beaucoup de spéléos dans la salle. On a eu des désagréables surprises ici, parce qu'à une époque, il y avait des clubs spéléos. On pourrait en témoigner, un propriétaire de lieu ici, il a fallu en arriver à faire venir les gendarmes parce qu'il y avait des tirs de mines, il y avait de l'équipement qui avait été fait complètement de manière sauvage, et ce à côté du captage de la source de la Doue. Et donc on était assez en colère, et malheureusement il y a toujours dans tous les milieux des gens qui ne respectent pas. Et donc je profite de l'occasion pour dire, parce qu'on a aussi, peut-être qu'il n'y aura pas trop tôt là, mais vous avez passé samedi à nettoyer, à déséquiper, à dépolluer le site. Il y a eu plus d'une remorque de matériel qui a été récoltée, et donc ça fait plaisir de le dire. Et puis dernièrement, M. Guénard, qui est hydrogéologue, pour ceux qui sont bons à maths, il y a hydro et géologue, donc il vous expliquera quel est son métier, mais qui travaille au conseil départemental. Et la commune, depuis plusieurs années, on est sur ce qu'on appelle le réseau piézométrique départemental, qui permet dans tous les rôles d'avoir une connaissance du karst, des sources, des milieux et de son évolution. Et donc je remercie Nicolas d'être là ce soir, parce que c'est un des scientifiques de l'affaire, et lui, avec certains d'entre vous, il arrive à décrypter les courbes, expliquer les températures, les changements de température, les changements de débit, les niveaux de coloration. Enfin, tout ça est assez technique, il y reviendra. Mais s'il n'y avait pas cette complémentarité, on n'aurait pas cette chance, parce qu'au-delà du plaisir des yeux qui va arriver, parce que c'est magique et c'est extraordinaire, il y a aussi derrière la volonté de connaître et de toujours aller prospecter un monde qu'on connaît moins maintenant pratiquement que celui qui est au-dessus de notre tête. Voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être là, et puis je souhaite une bonne conférence, et puis j'espère qu'il y en aura d'autres, et qu'on pourra continuer à travailler tous ensemble pour améliorer la connaissance de notre territoire. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Je suis Arnaud, le directeur du service intercommunal des eaux du Haut-de Larzac. Cette conférence est la troisième du type, et donc est faite dans le cadre d'un partenariat entre la communauté de communes, au travers de son service intercommunal des eaux, au travers le musée également, sur ce cycle de conférences.
Et donc le partenariat qu'on a ensemble en fait vise à avoir un observatoire du karst qui nous permet de comprendre comment fonctionne le karst pour mieux préserver la ressource en eau. Parce qu'avant de fabriquer entre guillemets l'eau potable, il faut la capter et avant de la capter, eh bien, ce qu'on capte c'est la source, et pour savoir comment préserver au mieux la source, il faut connaître tout son cheminement. Donc le karst c'est ce que va vous expliquer Larzac Explo et Céladon. C'est un massif calcaire très complexe. Le partenariat a pour but de donner des moyens financiers et techniques aux associations, de façon à ce qu'elles puissent explorer dans un but scientifique et petit à petit mieux comprendre comment s'architecturent les différentes sources du territoire. Et du coup, ça nous permet après derrière de faire en sorte qu'elles soient le mieux préservées. Voilà. Donc ces conférences prouvent que ce partenariat a été très riche d'enseignements. Et je vais laisser la parole maintenant aux associations qui vont vous dire ce qu'elles ont découvert. Merci. Bon, bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux. Un petit village. J'ai l'habitude de faire des conférences à Odève, qui étaient aussi pleines. Et moi, je suis Jean Campeau, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, on va vous présenter tout au long de cette soirée les travaux qu'on a menés depuis maintenant 2020. Hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. On va vous présenter les travaux qu'on a menés sur la commune de Péguerolles. Voilà, alors pour les gens de Péguerolles, vous allez connaître une partie de votre patrimoine souterrain. C'est-à-dire qu'il y a des qualités sur lesquelles elles étaient bien connues depuis bien longtemps, mais il y avait encore des choses à faire. Donc nos deux associations, Larzac Explo et Céladon, sont associées moralement sur ce projet-là. Elles gardent leur indépendance chacune de leur côté, puisque Franck s'occupe de la partie sous l'eau, et nous, Larzac Explo, avec pas mal de spéléologues de clubs locaux aussi, on s'occupe de la partie sans eau, sans trop d'eau. Voilà. Donc du coup on va vous présenter trois qualités, enfin du moins deux qualités et une source, et après ensuite il y aura Nicolas Liénard qui fera une intervention sur la source de la Lutte, mais nous on va se concentrer sur deux qualités, c'est-à-dire la rivière souterraine du Bousquet, qui n'est pas très loin d'ici, et la veine des Perles, qui est sur le bateau du Larzac. Donc on va commencer par la rivière souterraine du Bousquet. Donc la rivière souterraine du Bousquet, elle est située à moins d'1 kilomètre d'ici. Quand vous partez sur la petite route ancienne nationale qui descend à l'Odève, le premier pont que vous croisez, c'est le Bousquet. Donc cette rivière a une particularité, Franck connaît plus que nous tous réunis au plus loin. Il n'y a pas que lui dans la salle, on va en parler. Mais donc cette rivière a la particularité d'avoir presque plus de souterrain que d'extérieur. En gros, le ruisseau du Bousquet, il fait 500-600 mètres de long, et puis la rivière souterraine, elle fait plus d'1,5 kilomètre. Donc c'est une partie souterraine qui est plus importante que la partie extérieure. Cette qualité, elle est explorable, les 400 premiers mètres sont explorables par tout un chacun. C'est vraiment la rivière par excellence, elle est d'une beauté vraiment, c'est une des plus, enfin, moi je trouve que c'est une des plus belles du coin. C'est pas trop fourré pour aller dans le Péguerolles. Ah, mais il n'y a pas de rivière au Banquier, c'est loin. La rivière de Banquier, pas si belle, je vous le garantis. Mais le Banquier, c'est très beau, mais en rivière souterraine, dans le coin, moi je trouve que c'est une des plus sympas. Donc elle a été explorée dans les années 30, le 25 juillet 1936 exactement, par le jeune groupe Vallon, sur lequel on reviendra tout à l'heure à la veine des Perles, parce que vous verrez ce groupe Vallon, qui était composé de noms que certains des voix vont reconnaître, comme Charles Bessières, Amédée Caillard, ou Georges Baillet, qui étaient des spéléologues, alors amateurs, hein. Ils n'avaient pas du tout à la base l'idée d'explorer comme on peut le faire aujourd'hui. On était vraiment au balbutiement des techniques spéléo. La lampe acétylène, généralement, était empruntée au personnel de la cave fromage de Péguerolles. Je sais que Jean-Claude est dans la salle. Et voilà, et en fait, les lampes acétylènes, c'était déjà de luxe pour explorer. Donc, cette exploration de la grotte du Bousquet, elle a été mise en lumière dans les journaux de l'époque, c'était l'Indépendant, et là, on y retrouve un récit formidable sur l'exploration. Alors, ils sont partis un dimanche matin, remonter le ruisseau du Bousquet avec des bateaux en bois.
Enfin, il y a toute une épopée autour de ça, et on ne se rend pas compte à quel point les techniques ont pu évoluer. Il y a presque 90 ans de ça, on était sur du bateau en bois. Aujourd'hui, bon, un bateau, ça tient dans un sac, quoi. Voilà. Donc ces explorateurs, ils sont partis avec les moyens du bord, ils ont exploré les 400 premiers mètres de galerie, et comme je vous dis, sont assez faciles, presque école, quoi. Hein. C'est vraiment une qualité qui est à découvrir pour les novices. Et ils ont dressé le premier plan. Dès le départ, il y avait quand même déjà cette volonté scientifique, cette volonté de comprendre, de savoir d'où vient l'eau. Déjà en 1936, ici vous avez la première topographie de la rivière souterraine qui a été dressée. Pour les curieux, vous verrez ici là, sur le mur, on a affiché la topographie qu'on a réalisée en 2020. Mais cette première topographie, alors, on a la chance d'avoir à l'ODEB un musée qui est quand même très actif, avec un fonds archéologique très important. Et il y a aussi beaucoup d'archives. Il y a notamment les archives du groupe Vallo, en partie qui sont conservées dans le fonds Bessières. Et je remercie le musée d'ailleurs de nous laisser la possibilité d'accéder à ces documents. Et dans ces documents, on a retrouvé la topographie de 1930 qui avait été levée par Albert Pujol dans les conditions que vous imaginez. Parce que j'ai lu dans certains récits que certains d'entre eux utilisaient encore le chapeau de feutre avec la bougie, un peu à la Édouard Alfred Martel. Quoi. Donc imaginez dans l'eau jusque-là avec la bougie qui s'éteint. Et ils ont quand même réussi à tirer la topographie. Et Charles Bessières, que j'ai connu étant plus jeune, il avait l'habitude de toujours dessiner et de raconter un petit peu à Norbert Casteret les aventures du groupe Vallo. Donc on a retrouvé aussi ici un dessin, alors je n'ai pas pu le mettre en entier parce que ça ne rentrait pas dans le PowerPoint, et ici c'est la représentation des cascades de la rivière souterraine du Bousquet qui ont été dessinées par Charles Bessières dans les années 30. En 1955, le Spéléo Club de Montpellier a tenté, ici, c'est ce qu'on appelle nous la remontée du Spéléo Club de Montpellier, parce qu'elle est juste très très proche du premier siphon. On ne savait pas encore que c'était un siphon, mais dans la tête des spéléologues de l'époque, dans les années 50, alors les techniques avaient un peu évolué, vous voyez, ici Gérard Gravagne, qui a déjà la lampe acétylène, avec les combinaisons, c'était des bleus de travail, hein, c'est-à-dire que quand on commence à mouiller les pieds, ça fait mèche et on est mouillé jusqu'en haut très rapidement. Donc ici, ils ont tenté une remontée qui fait une trentaine de mètres, qu'on a refait avec Laurent Guizard quand on a fait la topographie, pour tenter de passer au-dessus du siphon numéro 1. Et après, Franck vous expliquera un petit peu où se situe le siphon dans la cavité. Là, je te laisse la parole, parce que ça, c'est ton secteur, ça, la plongée. Oui, bon, moi, c'est Franck Vasseur, hein, c'est l'aquatique de la mort, entre autres. Si tant est qu'un spéléo n'est pas trop aquatique, il faut toujours en avoir un petit peu. Donc, effectivement, cette cavité s'est arrêtée assez rapidement, en fait, au bout de 400 mètres de rivière magnifique. D'ailleurs, c'est un peu frustrant, hein, parce que c'est dommage que ça s'arrête tout de suite. Et sur un endroit, une espèce de fissure étroite, la galerie se resserre, se pince, vous allez le voir en vidéo tout à l'heure, avec un plan d'eau. Et ce plan d'eau avait été tenté en plongée à 2 reprises. À l'époque, c'était un club qui s'appelait le Gersam, un club de Montpellier qui existe toujours, hein, qui est un des plus prestigieux du département, qui a fait énormément de découvertes et d'explorations. Et en fait, il a fallu en 1983 pour que Daniel Baraille, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là ce soir, replonge donc pour la 3e plongée consécutive dans ce siphon et trouve le passage. Vous allez voir, c'est un passage clé, il fallait quand même avoir du flair pour trouver. Moi, je ne l'ai pas trouvé du premier coup quand j'y suis retourné il y a 2 ans, d'ailleurs, malgré les indications et les informations que Daniel et les autres plongeurs nous avaient laissées. Et effectivement, donc, Daniel et son équipe, donc, du Spéléo Club de Montpellier, ont franchi le premier siphon. Vous allez voir, on va le voir tout à l'heure en vidéo, il y en a plusieurs petits, ils sont courts, pour retrouver, parcourir après une longue rivière souterraine en exondée et avancer jusqu'à un 3e siphon. Au-delà duquel justement on a pu progresser un petit peu plus, puisque la spéléologie c'est ça, c'est une histoire en fait qui se prolonge. Chaque génération, chaque équipe, chaque club apporte sa pierre à l'édifice sur laquelle les autres se hissent pour aller un peu plus loin, un peu plus haut. Et c'est ce qui est beau dans l'activité, ce qui nous plaît, c'est pour ça qu'on accorde une place non négligeable à l'historique, puisqu'en fait ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu présenter ce soir, on a pu faire que grâce aux travaux de nos prédécesseurs, qui depuis le début se sont inscrits dans du partage de connaissances. Vous avez vu les premiers schémas, les premières topographies, les comptes rendus écrits qui nous permettent, nous, aujourd'hui, de mieux nous préparer et de façon à être plus
plus affûté, plus adéquat, de faire les bons choix techniques, les bons choix au niveau du matériel pour pouvoir justement évoluer encore plus en sécurité et d'être encore plus efficace au niveau de tout ce qu'on peut ramener, de tout ce qu'on peut rapporter à partager comme information et comme connaissance. Donc du coup 83, franchissement du siphon, et là donc du coup voilà, Daniel ouvre la clé, c'est l'Alibaba de l'histoire, le Sésame ouvre 3, il trouve le verrou, il trouve le passage, il lève le point qui bloquait sur l'inconnu, et à partir de là, ben, du coup on explore la grande partie, le plus de presque 1,5 km de rivière, en amont de cette partie connue de 400 mètres, donc on est à presque 1 km, un peu moins d'1,8 km de partie souterraine. La particularité des deux cavités qu'on va vous présenter ce soir, soit la rivière souterraine du Bousquet et la Veine des Places, c'est des cavités qui sont connues depuis plus de 90 ans. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous des classiques. C'est-à-dire dans notre jargon, la classique c'est la Veine des Perles notamment, c'est la cavité où tout le monde essaye d'aller à la Veine des Perles pour faire sa première sortie spéléo. Voilà, c'est vraiment la cavité d'initiation. Donc notre petite façon de faire chez Larzac Expo et Céladon, c'est de reprendre les écrits des anciens, de relire un petit peu la bibliographie, puis de se dire, ben, là ils ont dit qu'il y avait du courant d'air, ou là ils ont dit qu'il y avait un siphon qui n'était pas franchi, et donc à partir de là, avec les nouvelles techniques, comme dit Franck, avec l'évolution des techniques, avec l'évolution aussi informatique, parce que grâce au nouveau soutien informatique, on a une partie de cartographie, vous allez le voir, une partie de cartographie qui nous permet justement en fait, si vous voulez, de faire la topographie de la cavité, de la remettre sur un fond cartographique et puis de savoir où elle va. Et donc à partir de là, ben, on arrive à faire des cartes plus précises, parce que bon, on n'est pas quand même au théodolite, mais bon, on arrive quand même à faire des choses plus précises et surtout numérisables. C'est-à-dire qu'on les inclut dans des fonds de cartes et on peut à partir de ces documents-là travailler et essayer de comprendre comment fonctionnent les réseaux. Voilà. Donc 2020, l'idée émerge. Voilà, en fait, c'est tout est parti d'une frustration. En 2020, je ne fais pas un retour en arrière, il y a un grand moulin apparemment, enfin bon, qui a bon dos, et qui a généré une certaine actualité qu'on va pas détailler. Donc du coup, on avait prévu de retourner, de continuer une grosse opération, d'ailleurs qui est toujours en cours, qu'on va continuer cet été, qui est la grotte du Banquier, qui est la commune sur la commune Saint-Étienne de Beauglas. Et du coup, du fait qu'il y avait encore des contraintes sanitaires, on s'est dit on va pas faire une grosse opération où on va rassembler entre 50 et 80 personnes, c'était pas très cohérent par rapport à ce qu'on venait de vivre, et on s'est dit on va se reporter sur d'autres objectifs qu'on peut aborder en petits groupes, à 10-15 personnes maxi, pour éviter justement les brassages, etc. Donc, dans le même temps, le spéléologue, on s'est adapté aussi aux contraintes sanitaires, on a joué le jeu. Là, vous voyez nos visages ravis de peut-être sortir de confinement. Il y en a qui se sont toujours pas rasés après le confinement, je ne le réciterai pas. Mais c'est vrai que oui, on s'est rabattu sur ce petit projet qui finalement est devenu un projet plus important. Voilà, c'était un projet de repli initialement, mais c'était un bon repli. Voilà, donc la topographie, c'est ce que je vous parlais. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, ici, vous avez l'entrée de la grotte, alors l'arrivée du Ravin dont je vous parlais, hein, vous allez voir sur un fond cartographique dans la diapositive. Ça c'est une vue en plan, donc une carte entière, vue d'en haut avec le nord qui est indiqué ici. Voilà. Et donc, toute cette partie, c'est la partie explorée par le groupe VAM, hein, c'est jusque-là, à peu près, dans les années 30. La fameuse cheminée du SCM dont je vous parlais est ici, hein, voilà, donc on la voit ici en coupe. Voilà. Et ensuite, ici, c'est la partie, une partie sous l'eau. Donc là, Franck, moi je ne connais plus à partir de là, parce que moi je ne mets pas de bouteille, donc du coup, je m'arrête ici. Voilà, on porte les bouteilles au plongeur jusqu'ici, puis on attend qu'ils reviennent. Voilà, donc juste sur le plan, pour recaler un petit peu avec l'historique, effectivement, il y avait dans ce siphon qui est... c'est lequel? Ici. Ouais. D'accord. Ouais, je ne sais pas si on voit bien le point. Donc la première partie noyée est ici, donc c'est là-dessus que s'étaient arrêtés les premiers explorateurs dans les années 30 et puis après 50, hein, puisqu'à l'époque les techniques de plongée n'étaient pas encore étaient balbutiantes, et puis même les premiers qui s'y étaient tentés, des fois ça s'est mal fini, et puis il y a eu beaucoup d'accidents, puisque c'était des pionniers qui expérimentaient à leur départ en fait les risques de l'activité. Et donc le premier verrou liquide est ici, et après derrière, voilà, toute la rivière qui a exploré justement Daniel et toute l'équipe de Montpérou, avec un affluent ici qui arrive, une petite arrivée d'eau qui est assez volumineuse, qu'on n'a pas pu filmer, malheureusement on n'a pas pu tout filmer. Et donc la vidéo que vous allez voir, en fait, c'est filmé jusqu'ici. Après on a eu un petit souci de caméra, de batterie, on n'a pas pu filmer cette partie-là. Donc là en fait on a un premier verrou liquide, ce qu'on appelle le premier siphon. Ensuite on va sortir de l'eau, progresser en spéléo en portant tout par là, vous allez voir les images. Puis un deuxième qui enchaîne, deuxième verrou liquide où il faut remettre les palmes, remettre la tête sous l'eau, palmer de nouveau. Ensuite on sort, donc là il y a une longue progression que vous allez voir en vidéo. Et puis avec des difficultés un peu particulières, des étroitures, et on arrivait jusqu'à un troisième siphon qui avait été plongé et qui avait été franchi à peu près jusqu'ici.
Et donc là, c'était le terminus 1983 de l'équipe de Montpérou, avec Daniel Barral et ses équipiers. Et ensuite, nous, cet été, on a trouvé un passage ici qui nous a permis de trouver une belle rivière souterraine qui se prolonge et qui se divise en deux, avec une partie qui remonte jusqu'à un amoncellement de gros blocs infranchissables, et une autre partie active, par contre, on est dans la rivière, où on rentre dans la rivière, et qui s'arrête sur une partie un peu étroite, qu'il faudrait peut-être revoir. Mais quand on fait ces explorations-là, en fait, c'est un système un peu himalaya. C'est-à-dire qu'il y avait, vous allez voir les images, on était une équipe assez nombreuse pour pouvoir, donc une dizaine de personnes, pour pouvoir amener tout le matériel pour 2 plongeurs jusqu'à la première partie noyée. Ensuite, on est parti à 2 plongeurs pour franchir les 2 premiers siphons. Et ensuite, on a porté, à 2 plongeurs, on a porté le matériel pour un seul, pour qu'il y en ait un seul qui puisse plonger le troisième. Et donc, cette exploration s'est faite en solitaire, avec un plongeur qui attendait ici et le reste de l'équipe qui attendait ici. Donc là, il y a une contrainte de timing, hein, on s'était dit, voilà, rendez-vous à tant de temps, puisque quand il y a un plongeur qui est seul, l'idée c'est que on convient toujours d'un timing à partir duquel l'équipe de surface va déclencher les secours si le plongeur n'est pas revenu. Donc du coup, le plongeur qui est derrière en exploration, des fois il faut qu'il se gère aussi, puisque des fois il faut savoir anticiper l'exploration pour garder du temps pour la topographie retour, parce que bien évidemment, ces explorations, le fait d'être le premier à explorer une galerie qui est encore complètement inconnue, il faut penser que sur Terre, on a exploré tous les continents, on est monté sur tous les sommets, on a cartographié tous les déserts, les zones arctiques, etc. On a marché sur la Lune, on a envoyé des sondes sur les satellites de Mars, et là, à côté de chez nous, sous nos pieds, ce que je dis toujours en rigolant, c'est qu'on est des explorateurs de terroir, on a encore des parties qui sont complètement inconnues sur notre planète. Et ça, c'est vrai que c'est grisant, c'est plaisant. Et alors, il y a le côté, purement, entre guillemets, égoïste, pas trop, puisqu'on le partage avec les équipiers, les équipières avec qui on est, mais de découvrir ça. Mais pour nous, l'intérêt, c'est de ramener des éléments, le plus d'éléments possible, à partager après, pour pouvoir faire augmenter la connaissance, d'une part sur la connaissance scientifique en général, et puis la connaissance adaptée par l'intérêt public pour tout ce qui est eau potable aujourd'hui, qui sont des gros enjeux. Bon, oui, en fait, c'est vrai, on parle de la grotte du Bousquet, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut quand même qu'on vous la positionne, parce que bon, c'est bien beau, Péguerolles, tout le monde sait où c'est. Alors, vous êtes ici, et le Bousquet, c'est là. Donc quand je vous dis que c'est vraiment pas loin, donc vous voyez la petite route qui repart ici, avec en fait voilà, la cavité qui est la même topographie que vous avez vu tout à l'heure, qui est reportée sur un photo aérienne. Donc ça permet de voir justement jusqu'où va la cavité, et grâce à ça, et ce qu'expliquait Arnaud Lebez, ce que vous expliquera Nicolas Lignard tout à l'heure, on arrive à définir un périmètre aussi de protection de la cavité qui nous permet de dire, bon ben voilà, là la cavité va vers là. Alors c'est un des éléments qui nous permet de dire l'eau vient de là, mais après quand c'est plus pénétrable, il existe après un autre moyen, c'est les traçages, et ça sera la partie de Nicolas. Voilà. Ça c'est la même diapositive mais sur une carte hygiène. Voilà. Donc, alors ici, j'en profite pour montrer aux gens de Péguerolles, je reviens sur la diapo d'avant, ce machin rouge là, c'est la grotte de Jean-Claude Billonnet. Voilà, donc c'est la grotte de la fromagerie, qu'on a topographiée ici également aussi, parce qu'elle est proche de la Douce, donc elle a un intérêt par rapport à la Douce, hein. Ça Nicolas vous en parlera tout à l'heure. Ici il y a une autre petite grotte ici, pour ces gens de Péguerolles, c'est la grotte de la Carrière. C'est celle que vous voyez en descendant l'escalette, qui est bouchée par des blocs. Et ça, c'est la grotte qui est dans la cave à fromage de Péguerolles. Voilà, qui fait donc 520 mètres de long et qui se finit ici sur une remontée à plus 45 mètres de haut et qui est 30 mètres sous les déblais du ravin du Vignal. Donc le courant d'air que l'on perçoit au fond vient vraisemblablement de la surface. Donc voilà. Mais c'était la petite parenthèse. Alors on ne parlera pas de cette grotte ce soir parce qu'elle mériterait une conférence à elle toute seule, au vu de son histoire. Donc on va se cantonner aux qualités dont on a parlé. Voilà. Donc 1715 mètres de rivière souterraine, et là maintenant on peut parler avec des vraies images, quoi. Des images vidéo, quoi. C'est plus concret. Parce que les autres étaient vrais aussi. Ouais, c'était vrai aussi. Donc ça c'est une vidéo qu'on a tournée, alors on n'est pas des professionnels, hein, donc c'est des caméras qu'on emporte avec nous, on essaie de faire les meilleures images. Donc ça c'est... Alors c'est vrai que la plongée au Bousquet c'est déjà une petite aventure pour monter jusqu'à l'entrée, parce qu'on y avait été une fois après une on avait remonté le ravin, et c'était magnifique, on se serait cru en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc là il y a les équipements, c'est Jeannot qui a choisi les images, hein, c'est ça. Il a bien le muscle et les poils apparemment. Donc voilà, on rentre dans la cavité, donc on est dans l'eau tout de suite, c'est une cavité très aquatique, il faut des combinaisons, il vaut mieux avoir des combinaisons de plongée, parce que vous voyez qu'on s'immerge au moins jusqu'à la taille, voire plus haut en fonction de son gabarit. Et on arrive à une magnifique cascade avec caractéristique, là, qui fait 3 mètres de haut et qu'il faut escalader.
avec l'eau qui coule. Donc il y a différentes techniques, différents passages. Là on s'entraîne, on se fait passer les charges, on se fait la courte échelle. Voilà, ceux qui ont une grande envergure, ils peuvent écarter les jambes, d'autres se font pousser. Et ensuite on retrouve donc une progression dans la rivière qui court toujours. Alors ça, il y a toujours un côté magique. L'eau qui court sous terre, c'est vraiment fabuleux, c'est magnifique. Ça donne un côté un peu guillemets vivant, c'est pas vivant c'est sûr, mais il y a une animation. Et là on est au niveau du siphon, donc toute l'équipe a amené tout le matériel et les deux plongeurs commencent à déballer leur matériel qui avait été déconditionné pour le portage, pour le reconditionner, s'équiper avec. Donc comme la galerie, les parties noyées présentent des parties un peu étroites, vous voyez que les bouteilles on ne les porte pas sur le dos, comme le commandant Cousteau à l'époque et puis la majorité des plongeurs aujourd'hui. On les porte sur le côté pour pouvoir gagner en épaisseur et se faufiler dans des passages un peu étroits. Donc là on arrive au plan d'eau. Et effectivement, vous allez voir que la galerie se repasse un petit peu, et il y a cette fissure, donc les premières plongées, les deux premiers plongeurs avaient été au bout de la fissure sans trouver le passage, ils sont tombés sur un caillou d'argile, d'ailleurs moi c'est là que je suis retourné la première fois que j'avais été aussi, et vous allez voir que le passage, voilà, dans cette fissure, il ne faut pas aller au bout, il ne faut pas rester près de la surface, mais il faut descendre voilà, dans la partie la plus étroite, à 3 mètres de profondeur, et à 3 mètres de profondeur, il faut dénicher un petit passage latéral que vous voyez là, donc ça c'est le passage qu'a trouvé Daniel Parade. C'est la clé, vraiment, c'était vraiment le point de clé qu'il fallait trouver, il fallait y aller, il fallait oser, parce que vous voyez que l'eau se trouble, il y a de l'argile tout de suite, et derrière on retrouve un conduit. Alors il y a pas mal d'argile, vous voyez un petit peu les turbulences du palmage qui soulèvent justement les particules qui se mettent en suspension et qui dégradent la visibilité. C'est pour ça qu'on a toujours un fil d'Ariane, un fil guide, qui nous permet justement de nous orienter et qui nous ramène toujours vers la sortie. Donc là il y en a deux parce qu'on en avait rajouté un. Il y a l'ancien historique qu'on n'avait pas encore enlevé, et puis on en a rajouté un métrait pour pouvoir lever la topographie, la cartographie que vous avez vue tout à l'heure, dans la partie noyée. Donc vous voyez les techniques de palmage qui sont un peu spécifiques, alors c'est pas pour faire des ajouts, là c'est pas une mode, c'est juste que ce sont des techniques qui permettent d'envoyer les turbulences générées par le palmage vers l'arrière ou vers le haut, et pas vers le sol, pour pas justement dégrader trop la visibilité dans le siphon. Ça marche plus, c'est coupé, voilà, donc les techniques de palmage spécifiques, vous voyez que du coup le plongeur évolue et il ne génère pas trop de turbidité avec son palmage. Par contre, les bulles qu'on expire, elles vont partir du plafond et vont dégrader aussi la visibilité. Vous voyez au sol ces petites dunes, elles sont asymétriques puisque le courant est tout le temps dans le même sens et elles attestent d'une circulation. Alors sûrement elles sont sculptées au moment des crues, quand il y a plus de débit, quand on y allait nous là pendant l'été. Et là on arrive sur un autre passage qui aurait pu être le terminus, une trémie, donc c'est un amoncellement de gros blocs, au travers desquels il faut à nouveau trouver un petit passage, et là donc, il y a parfois des cavités qui s'arrêtent, parce qu'il n'y a pas de passage humainement pénétrable à travers ces blocs, et là il faut passer derrière ce petit bloc. Je suis maudit, vraiment c'est pour vous tenir prêt. Donc voilà, donc là on se trouve au premier siphon, et on doit sortir de l'eau, faire une petite escalade, passer ce qu'on appelle en opposition en écartant les jambes au-dessus de la rivière qui court dans une petite faille. Voilà, comme ceci. Donc là on fait bien attention, parce que là si on subit un traumatisme ou s'il y a un petit problème, c'est pas évident de ressortir. Et là, c'est la mise à l'eau du deuxième siphon qui est un peu particulière, c'est assez rare. C'est une espèce de petite fissure un peu étroite dans laquelle il faut rentrer un peu au chausse-pied. Et donc, on retrouve l'eau en dessous, donc on retrouve Archimède qui travaille pour nous, ça c'est bon. Et voilà le deuxième siphon, la deuxième partie noyée. Donc, ils sont pas très longs, ils sont pas très profonds. Mais enfin, on ne peut pas même les passer en apnée, il faut tout le matériel de plongée avec nous. Donc, on retrouve ces gros dépôts argileux. Caractéristique un peu de l'Escandor, on trouve le même type d'argile de l'autre côté de la crête de l'Escandor, dans les autres rivières souterraines de Verrières, de la Val de Nice, de Sourlan, qui sont des affluents du Graveson. Ce calcaire particulier un petit peu sombre aussi. Là, vous voyez les bulles qui remontent et cette espèce de miroir argenté au plafond. En fait, c'est l'air. Là, on passe sous une poche d'air. Vous allez voir, là, on a mis un coup de caméra, voilà une cloche. Donc là, il n'y a pas de prolongement, c'est juste le plafond qui remonte. Et puis, on replonge dans l'eau. Toujours en suivant le fil, vous voyez toujours c'est ce qu'on appelle les ripple marks, ce sont ces espèces de petites dunes qui sont sculptées tout dans le même sens. Et leur orientation nous permet, au cas où on aurait un doute sur l'orientation, de nous orienter vers la sortie. Comme elles sont dissymétriques, il y a une façon de les lire pour savoir dans quel sens est le courant qui les a sculptés ce qui était orienté, donc à partir de là on peut en déduire la direction de la sortie. Et là on sort du deuxième siphon, donc là on émerge, il y a un petit bout de lac, vous voyez dans cette voilà, on sort de l'eau. Là, on retrouve donc la rivière souterraine, on est à un peu moins de 600 mètres de l'entrée de la cavité. Et on va arriver dans cette grande rivière, alors qui est assez variée. Alors, il y a pas mal d'endroits où on doit, alors quand on arrive à Paris, et puis mon collègue Nicolas et Xavier qui nous ont accompagnés la poste de siphon, où il faut un petit peu se marcher du pied. Donc là,
À 2 plongeurs, on s'est réparti le matériel d'un plongeur. Donc dans chaque sac, il y a une bouteille, un appareil respiratoire, des lampes, une palme et un peu de nourriture. Et vous aurez qu'il y a des endroits où il y a des carreaux rocheux, donc il faut escalader dessus, passer par-dessus. De l'autre côté, on descend dans la rivière. Vous voyez la rivière qui court, là, qui est magnifique, il y a du sable, on retrouve un beau sable blanc. Et donc une progression, voilà, des endroits où il faut ramper. Donc dès qu'on peut, on fait bosser Archimède pour nous, hein, on se met dans l'eau comme on peut, et puis on se fatigue moins en rampant justement dans l'eau quand il y a cette profondeur. Et quand il n'y a pas cette profondeur dans l'eau, il faut se remettre debout et continuer à progresser. Donc c'est quand même des belles, vous voyez l'eau qui court, hein, vous voyez, là, on était quand même plutôt à l'étiage, il y a quand même un beau débit qu'on retrouve ici. Vous voyez, c'est l'huile de sable sur le côté avec les rides, ça veut dire qu'en crue, l'eau monte jusque là, donc plus de 25 ans dans la cavité, en grosse crue. Donc toujours voilà, l'évolution dans la rivière, donc on remonte sur plus d'1 kilomètre, hein, en poste siphon, derrière les 2 premiers siphons. Des endroits où il faut voilà, passer à 4 pattes. Alors c'est assez physique hein, quand même, puis les combinaisons ont souffert en une saison, là en une saison d'été, elles ont pas mal vieilli, parce qu'on est souvent sur les genoux, même si on met des protections sur les coudes, il y a des aspérités qui approchent. Un nouveau chaos, où là on perd la rivière passe dans un endroit impénétrable, il faut passer au-dessus, et puis on redescend dans l'eau, donc c'est une progression assez accidentée, assez physique. Mais par contre, on a la récompense d'avoir ce paysage-là qui est magnifique, quoi. Il y a une ambiance quand même particulière, c'est très beau, enfin, je disais, l'eau qui court sous terre, c'est quand même un privilège, et puis là, donc, il y a l'eau qui court bien, c'est le fameux affluent qu'on voyait sur la topographie. Alors, il ne paye pas de mine comme ça au début, il faut y aller en rampant dans la boue, mais derrière, on retrouve des belles galeries assez hautes qui font 4, 5, 6 mètres de haut avec des belles compressions, des stalactites, des stalagmites. Et dans la montre principale, on continue à progresser dans des conduits qui sont un peu plus intimes par endroits. Voilà, des endroits où on repasse dans l'eau, il y a même un endroit où une voûte mouillante, on va y arriver, donc c'est un endroit où il aurait pu y avoir peut-être un autre siphon. Voilà, ça se mérite un petit peu, hein. Vous avez vu que il y a du sable partout sur le collège, et qu'il a fallu ramper un petit peu, voilà, on fait un peu de 4 pattes. Nous, pardon. On attend. Vas-y, pardon. On attend. On regarde la montre, j'ai le stress qui monte un peu des fois, mais bon. Voilà, bon, en fait, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils attendaient au soleil au bord des piscines. Donc voilà, la voûte mouillante, voilà un petit passage comme ça. Alors ces petits passages jusqu'à l'eau, alors c'est pas difficile en soi, mais quand vous cumulez tous ces petits passages, le 4 pattes, monter sur le carreau, redescendre, une étroiture, passer en opposition, à la fin de la journée, je peux vous assurer que vous ressentez tous les muscles du corps, hein, même des endroits où vous pensiez qu'il n'y avait pas de muscles, vous les ressentez, parce qu'ils ont tous travaillé. Hein. C'est une activité qui est très complète, hein. Il y a un côté physique, même si on n'est pas des sportifs en tant que tel, on ne fait pas des performances, on ne bat pas des records, mais l'aspect physique y est. Et là, vous voyez ces petits points blancs qui sont au fond, on pense que c'est peut-être des petits escargots, c'est une forme de vie cavernicole spécifique, et qui peuvent être des fois complètement inféodés à une cavité en particulier. Donc là, on n'a pas pu faire des prélèvements parce qu'on était déjà très chargé, mais il y a eu des analyses de fait récemment par un spécialiste, et on n'a pas encore les résultats pour savoir si c'est effectivement cette forme de vie est présente dans la cavité, puisqu'on en a trouvé dans d'autres cavités du secteur. Mais on a l'œil un petit peu pour ça. Alors c'est vrai que sous terre, comme il n'y a pas de soleil, il y a très peu de formes de vie, mais il y en a quand même. Et il faut être d'autant plus affûté au niveau visuel pour les identifier et les connaître. Donc il y a des petits crustacés dans les siphons, ce qu'on appelle des niparbus, c'est la famille des gammas. Et il y a donc aussi peut-être ces petits ces tout petits escargots qui eux peuvent migrer, sont des indicateurs de qualité de l'eau souvent. C'est que s'il y a des escargots, s'ils peuvent y vivre, c'est que l'eau est saine. Ils ne supportent pas la pollution. Et là on va arriver à un endroit où ça se corse un petit peu, donc ça va être la fin de la vidéo. Puisqu'après on a eu une petite panne de batterie malheureusement, puisqu'il y avait quand même une longue progression de fait, donc là vous voyez ça devient un peu plus intime. On voit sur la roche des sculptures, c'est la même chose que ce qu'il y a dans le sable, et donc ce sont des petites sculptures asymétriques qui attestent de la puissance du courant dans la cavité. Alors peut-être pas le courant dans la cavité aujourd'hui, puisqu'on est à l'échelle des temps géologiques, Nicolas vous en parlera tout à l'heure, mais ça atteste que le flux est présent depuis très longtemps. Donc là on arrive sur une partie étroite, vous voyez ça se dédouble, donc il faut passer au-dessus dans un passage étroit. Donc là on ne passe pas avec le sac sur le dos, il faut se le faire passer avant. On retrouve un bout de rivière, on arrive sur un deuxième passage étroit, il y aura un troisième derrière, mais là malheureusement on n'a plus de vidéo. Et puis jusqu'à la partie où on a exploré, on a pareil, il n'y a pas d'image malheureusement, j'en suis désolé, hein. Mais depuis on s'est équipé. Donc là on est à 1 km de l'entrée, on a la deuxième étroiture. Et donc là quand on sort, vous voyez la belle masque d'eau claire où on voyait la salamandre tout à l'heure. Le fait qu'on n'est pas plongé dans l'eau, vous avez un peu la couleur qu'il y a dans les siphons au retour. Quand on plonge au retour, on plonge avec cette visibilité-là, ce qui justifie le fil de la mer que vous voyez tout à l'heure. Voilà.
C'est vrai que les vidéos c'est formidable parce que nous qu'on attend au soleil, c'est pas vrai, on n'attend pas qu'au soleil, mais on attendait quand même un peu au soleil. Et c'est vrai que pour nous spéléologues qui n'avons pas la possibilité de franchir ces siphons, ça nous permet d'avoir une vision réelle de ce qu'eux ils voient. Ça avant on l'avait pas trop quoi. C'est assez, voilà, l'évolution des techniques de vidéo numérique permettent mais quand même, on reste quand même proche des photographies. Hein. On aime bien faire des photos. Donc dans la salle ce soir, il y a Philippe Crochet et Annie Giraud et Bernard Gallimard. Les photos que vous allez voir, c'est aussi, voilà, aussi toute cette mise en lumière qui est faite au travail, entre tout le travail qu'on fait. On fait de la vidéo, on fait de la topographie et on fait aussi des photos. Bon, ça c'est la fameuse petite cascade qui est à peu près 85 mètres de l'entrée. Voilà. Donc, encore, ça c'est pour vous montrer un peu le côté de mise en lumière. Bon, on ne voit pas comme ça en vrai, hein, je vous rassure. Hein. On a des très bons photographes. Quand il n'y a pas de lumière naturelle, en fait, quand on fait de la photographie, il faut emporter avec soi la lumière. Et donc, ça permet de composer, de travailler sur des compositions qui sont intéressantes. Et l'idée, toujours, c'est de magnifier un peu la qualité, montrer que ça peut être beau et qu'on n'est plus du tout dans les stéréotypes angoissants des enfers, puis ou freudiens du ventre maternel. Chaque photographe a sa mise en lumière. Ça en est trois chaque fois. Vous voyez là, c'est Méline et Cindy qui sont dans une posture un peu, comment dirais-je, humide. Elles sont propres. Hein. Elles sont propres, ouais. Voilà. Donc ça, c'est Anthony Agnès qui a fait les photos, un peu dans le même style. Hein. Voilà. Donc là, pareil, une photo de la cheminée du SECM ici, et là, partie dans la rivière. C'est vrai que c'est une qualité qui est très variée. On rencontre, enfin, on s'ennuie pas dedans parce que la morphologie, la couleur, ça change énormément et c'est pas du tout monotone, même si on fait presque 1,8 km dedans. Il y a très peu d'endroits qui se ressemblent. Vous voyez, par contre, vous voyez que les spéléologues sont beaucoup plus fins que les plongeurs. C'est bien connu. Nous, on passe dans des endroits, rassurez-vous. Hein, c'est parce qu'on cherchait des empreintes de dinosaures pour le musée. Il ne faut pas faire des détails, on va retrouver le dinosaure ici. Dans la salle, on ne reconnaîtrait pas, il n'y a plus la barbe. Voilà, encore quelques photos de Bernard. Alors la cascade plus dans l'autre sens. Voilà. Voilà, j'ai photo dans deux autres. C'est énorme, donc vous voyez, la sortie c'est là, c'est vers là, et le fond c'est vers là, donc vous voyez la rivière qui fait vraiment un angle comme ça, un arrondi assez caractéristique des rivières souterraines. Voilà, il y a un peu le même style de photo, voilà, avec la cascade un peu moins éclairée. Voilà, donc là on a fait le tour de la partie bousquet. Voilà. Une question s'il vous plaît. Oui. À la fin du film, alors, on voit qu'il y a le fil, c'est-à-dire que ça se noie l'hiver, entièrement. Alors non, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un plongeur de Paris qui avait été en 1994, et donc il avait fait un bout de topographie, et lui il avait déroulé son fil en fait pendant presque 600 mètres. Juste pour avoir un repère de distance pour faire la topographie dessus. C'est pour ça qu'il était là. D'ailleurs, il nous embêtait plus qu'autre chose, qu'on se prenait les pieds dedans tout le temps. On l'a maudit quelques fois. Mais en cru, je ne pourrais pas y aller. De toute façon, aussi la semaine dernière. Oui, voilà. Les jours où il y a besoin du fil d'Ariane là, on ne peut pas rentrer dans le trou. Donc on change de qualité, on change de coin. Alors par contre là, même si on a fait déjà des découvertes, là pour le coup, c'était moins plongé. Donc voilà. Donc la veine des perles, c'est une qualité, pour les gens de Péguerolles, les gens du plateau, c'est une qualité qui est située pas très loin de Mas de Rouquet, qui est située pas très loin de la ferme de la Cano, donc vraiment sur la partie entre Soubès et Péguerolles. Et c'est une qualité qui est vraiment connue dans le milieu spéléo, mais aussi elle est sur les cartigènes, on la connaît quand on est du coin, tout le monde sait où est la veine des perles, où il est. Non, on sait qu'il existe. Parce que pour retrouver, c'est pas si simple que ça, surtout partant de brouillard. Donc, mais bon, on n'est pas très loin du Mas de Rouquet, donc c'est pas loin des chemins de randonnée, tout ça, donc les gens connaissent un peu le secteur de la veine des perles. Alors, on va vous parler aussi de l'histoire de cette veine des perles, parce qu'il y a un peu une histoire, allez, on va se le dire, un peu nationale, parce qu'on a eu la chance à la veine des perles, dans les années 30, de recevoir l'imminent Norbert Castoré, donc c'est pour ça que j'ai mis cette petite phrase au départ, vers de grandes choses par des voies étroites, parce qu'il faut savoir que quand même, les découvertes qu'on a fait en 2021, c'est pas si large que ça. Hein. Je pense que les explorateurs qui sont dans la salle et qui ont participé aux explorations s'en sont rendus compte. C'est pas très large quand même, mais quand même on a découvert de très belles choses. Alors comme je vous disais, vous êtes toujours ici, vous n'avez pas changé. Et ici
ici, on a plusieurs cavités, qui sont dans le cours de topographie pour certaines. Ici, vous avez la veine du Mas de Roquet, hein, donc la ferme du Mas de Roquet est ici, la ferme de la Canon est ici, hein, voilà. La veine des Perles, lui, il est ici, et là, vous avez une cavité toute longue, toute droite, qui part de sud-ouest, et ça, c'est les vents de sud-ouest. Voilà. Donc, en fait, Nicolas, je ne vais pas marcher sur tes plates-bandes, mais Nicolas vous expliquera la relation entre ce groupe d'avins et cette cavité et les sources qui vont avec. Et ça, je laisse Nicolas faire sa présentation. Ben là, voilà, on revient sur le groupe base. Alors, je vais vous lire quelque chose, parce que le fait est qu'on soit aller au musée de l'Odève et que le musée nous permette d'accéder aux archives de Charles Bessières. En fait, Charles Bessières et Amédée Caillard, ben, c'est les deux premiers qui sont rentrés pour la première fois en 1933 à la Veine des Perles. On a la chance d'avoir les carnets écrits de Charles Bessières qui nous sont revenus jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vous lis un extrait, c'est un peu écrit à la Norbert Casteret, parce que vous l'avez dit, c'était assez fasciné par Norbert Casteret à cette époque-là, parce que c'était un peu le spéléologue reconnu de France. Hein. Même Martel, dans les années 30, le considérait comme un des meilleurs spéléologues. Donc, venant d'Edouard Alfred Martel, qui était le fondateur de la spéléologie, ça venait quand même de loin, et donc c'était très reconnaissant. Donc Charles Bessières, que vous voyez ici, a écrit ceci. Je précède Caillard dans l'étroiture. Ensemble, nous pénétrons dans une vaste salle drapée de concrétion grise. Sous l'encorbellement, une vasque d'eau claire. Nous avançons vers une autre salle tapissée au sol par un sable fin. Une chatière se devine dans le fond. Caillard s'y glisse, ça continue. Je m'engage, cherchant à la lueur de ma petite lampe. Au loin, une voix m'appelle. C'est Caillard qui crie. Viens, avec une corde, j'ai trouvé un aven. Le second, la sonde, accuse 38 mètres. Au bord du gouffre, nous méditons comment descendre. Alors il faut savoir que la Veine des Perles, vous verrez ici, vous avez la topographie de la Veine des Perles, vous verrez dans la présentation aussi, c'est un dessin qui a été fait par Charles Bessières, et suite à une topographie qui a été levée dans les années 30. Donc le puits dont on parle, il est ici derrière, là, ce grand puits qui fait 28 mètres, et en fait, ils n'avaient aucun matériel, mais aucun matériel, c'est-à-dire ils avaient une petite lampe, aucun matériel, donc ils sont descendus à la corde lisse. Donc à la force des bras, ils ont descendu. Et quand on le connaît, ce puits, le descendre à la corde lisse, je défie quiconque de le faire dans ça. Mais ils l'ont. Donc Amédée Caillard est descendu en première, ce qu'on appelle dans notre jargon, c'est-à-dire voilà, dans la découverte, à la corde lisse avec une corde dans le dos. Et c'est parce que Amédée Caillard tenait le garage Caillard à Odève, donc il avait fait venir ses ouvriers. Pour le tenir, il avait mis une ceinture et il se faisait descendre comme ça le long du fil. Donc vous voyez un peu l'évolution des techniques. Aujourd'hui, on est quand même un peu plus. Des fois, comme on se dit dans notre jargon, on va mettre un amarrage ici, un amarrage là. Et des fois, quand on équipe aussi, il y a des gars qui descendaient à la corde lisse. Donc voilà. Il y a qui remontaient aussi. Donc là, je vous ai mis un dessin aussi de Charles Bessières qui représente le haut des falaises de l'Escalette. Selon commandé à Pégrole, je voulais quand même marquer le coup. Voilà donc un peu des explorateurs et un peu en herbe, quoi, hein, mais vraiment attirés par la connaissance, par l'archéologie, par l'exploration et par la compréhension et la connaissance du milieu souterrain. Et justement, on a une photo de ces gens-là, devant la Veine des Perles, donc, en août 1933. Ici, vous avez des rouleaux d'échelle qui ont appartenu à Joseph Ballot et qui ont été donnés par sa fille Madeleine à Amédée Caillard. Donc ça, c'est le groupe Ballot qui a été créé sous l'impulsion de Amédée Caillard et de Charles Bessières, de suite après la découverte de la Veine des Perles. Ils se sont rendus compte que à la Veine des Perles, ça avait été une telle découverte, c'était tellement formidable de marcher comme ça dans des traces des hommes préhistoriques, parce que vous allez le voir, c'est un site archéologique important. Donc du coup, on a cette photo formidable du groupe Ballot, pratiquement au complet. Donc, ici, Charles Bessières, Copiot, Gravé, Poujol, les frères Torel, Vaillé, qui a donné son nom à la Veine Vaillé, dont on parlera à Nicolas tout à l'heure, Melac et Amédée Caillard ici. Voilà. Donc ça, c'est une photo qui est historique, parce qu'on n'en a pas beaucoup, des photos, on en a quelques-unes, on n'en a pas beaucoup. Et une photo des années 30 avec ces premiers explorateurs qui étaient dans la droite ligne de Gabriel et Joseph Ballot. Il faut savoir que Gabriel et Joseph Ballot avaient exploré les abîmes du Mas de Roquet en 1889, et de 1889 à 1933, il n'y a pas eu d'activité spéléologique dans la région. Hein. C'est ensuite, après les années 30, dans les années 50, il y a eu le bout spéléoclub européen avec la section d'Odève, et puis après il y a eu l'engouement pour la discipline dans les années 70, puis 80, puis jusqu'à nous. Voilà. Donc
la reine des perles, bon, c'est vraiment, comme on dit dans le jargon, le trou où on va une fois quand il nous tombe modèle. Et un jour, on a décidé d'y aller parce que Nicolas nous y a un peu poussé. Et avant de parler du traçage qu'on a mené avec Nicolas, je vais vous parler rapidement du site archéologique parce qu'en effet, dès les premières découvertes, dès la première découverte, le groupe Valo a fait des découvertes archéologiques assez sensationnelles. Donc on avait un peu perdu la trace de la collection. Et en fait, elle est revenue au musée de l'Odève en 2004 dans le fond Bessières. Donc la cavité a été à la fois, elle a servi d'avant citerne et elle a servi également de zone, il y a une zone sépulcrale également, puisque en fait le puits s'appelle le puits de l'homme mort. Et parce qu'en bas, quand ils sont descendus, quand Amédée Caillard est descendu le premier, ils sont arrivés en bas, il y avait un crâne qui était complètement contrectionné et qui était au bas du puits. Donc en fait, lors de nos études, on a eu la chance d'y aller avec Philippe Galland de la DRAC, et qui nous a en fait fait un petit topo entre guillemets de la partie archéologique. Alors il faut savoir que voilà, c'est un mobilier néolithique, hein, donc c'est entre 2500 et 3500 avant notre ère. Et donc là, il y a eu beaucoup. Alors ici, vous voyez, ce sont des dessins de Charles Bessières qui représentent les parties de silex qui ont été trouvées. Alors je ne rentrerai pas dans les détails parce que Philippe le ferait mieux que moi, donc il m'a fait une petite note rapide que je vous résume, mais voilà, en fait, la cavité a été utilisée en deux temps. Hein, vous avez un grand porche à l'entrée qui est un abri sous roche avec une doline devant qui était vraisemblablement habitée, et il se servait de la grotte, surtout dans les premières salles, pour en fait récolter l'eau. Comme vous le savez, le plateau, les sources, c'est pas Pégrol, sur le plateau, il n'y en a pas beaucoup et elles étaient très convoitées et les cavités servaient ce qu'on appelle la veine de grotte citerne. C'est-à-dire qu'ils y entreposaient des vases en dessous des écoulements naturels et grâce à ça, ils récoltaient de l'eau. Voilà. Donc, cette cavité a été occupée au néolithique dans sa partie devant, c'est-à-dire la partie à l'extérieur, vraisemblablement dans des petites cabanes, et ils utilisaient la première partie en aval citerne. Mais elle a été également utilisée en un second temps, alors qu'on n'est pas capable de pouvoir dire si c'est avant ou après, mais par contre elle a été utilisée aussi en zone sépulcrale, parce qu'on y a retrouvé des perles, on y a retrouvé des pendeloques, des haches, on a retrouvé alors tout ça, ça a été fouillé, il faut remettre dans le contexte des années 30. On n'est pas à la direction régionale des affaires culturelles, on n'est pas avec les petites pioches et les pinceaux comme on voit dans les films, on est un peu à la pioche, et un peu comme ça. Mais c'était le côté érudit. Quelque part, Charles Bessières, ils ont contribué à la connaissance aussi, même si ce n'était pas fait dans les règles de l'art, ou comme le dit l'archéologie moderne. Par contre, ce qu'on a découvert, parce qu'on a quand même découvert des choses, malgré que le site ait été chamboulé, on a découvert cette année des choses grâce à la visite avec Philippe Galland, que la cavité en fait avait été en partie murée. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un mur qui défendait certaines zones de la cavité, et notamment la partie sépulcrale. Donc voilà, le sujet de la reine des perles au niveau archéologique mériterait un bouquin à lui tout seul parce que c'est un site très riche, beaucoup de mobilier, et on a la chance d'avoir retrouvé ce mobilier qui soit entreposé à l'Odève. Donc voilà. Comme je vous disais, cette cavité, pareil, le groupe Valo naissant faisait un peu la ligne de l'indépendant à l'époque. L'indépendant, on a retrouvé des articles de l'époque et des photos de l'époque, souterraines, dans les 30. Donc on a une story un peu autour de l'indépendant. Pour les journalistes, voilà, je pourrais faire passer s'ils veulent les originaux, enfin les photographies des originaux, mais on a retrouvé tout le récit de la reine des perles découvert par le groupe Valo dans les lignes du journal. Comme je vous disais, le groupe Valo, ils étaient un peu admiratifs du travail de Norbert Castoret. Donc ils ont eu la bonne idée de l'inviter à l'Odève, et donc on a une photo qui existe ici, avec Albert Toujol qui était président du groupe Valo, et ici Amédée Caillard, et Norbert Castoret, ici au centre. Alors là, je n'ai pas l'identité de la personne à gauche, parce que on n'a pas tout nous est pas remonté quand même. Donc Norbert Castoret est venu à l'Odève pour la création du groupe Valo. Et ils lui ont fait visiter la reine des perles. Donc quand on dit que la reine des perles c'est un peu classique chez nous, c'est aussi quelque part, voilà, historiquement, dans le milieu de la spéléologie,
Le fait est que Norbert Castoret sur le mur à Alain Desperres, Norbert Castoret n'est pas beaucoup venu sur les Grands Corses, du moins sur cette partie-là des Grands Corses. Il est venu un petit peu dans la côté milieu avec Louis Balsan, mais par contre, bon, voilà, on a une photo à l'Oudel de Norbert Castoret. Voilà. Donc c'était pour la création du groupe Valo, comme je vous le disais. Ici, voilà, une topographie. Bon, c'est pas si mal, hein. Pour les années 30, c'est pas si mal, parce qu'on n'a pas révolutionné la partie historique. Alors voilà, vous voyez, ça c'est la partie historique. Hein, donc ici, la zone d'entrée, les sables dont je vous parlais, qui sont habités et avec une zone sépulcrale. Alors on va me dire pourquoi ils ont trouvé un crâne ici. Alors, parce qu'en fait, ici, il y a un écoulement naturel, parce que la doline absorbe, et en fait, au fil des années, tout le mobilier est descendu en bas du puits, et même dans les nouvelles explorations, on a trouvé, jusque dans la nouvelle partie, on va trouver des morceaux de poterie qui sont amenés par des tessons qui sont amenés par les crues. Les crues, j'aimerais pas y être non plus un petit peu, mais voilà, par les écoulements naturels. Donc ici, vous voyez, dès 1930, il y a un point, on va varier, un peu coupé, il y a un point d'interrogation ici. Alors ça me paraît anodin, mais pour la suite, ça sera important. Donc ici, la reine des perles, on va dire, mais pourquoi la reine des perles? Parce que la reine des perles, en fait, à la base, il s'appelait la grotte aux ossements. Et en fait, ils l'ont débaptisé parce que, dans un deuxième temps, ils avaient d'abord découvert le puits. Ils ont trouvé ce petit passage ici qui s'appelle la chatière Bonnet. Et c'est Bonnet, d'ailleurs, du groupe Valo qui l'a découvert. Ils sont venus dans une grande salle ici, qui s'appelle la salle des perles. Et les perles, en fait, ce sont ces petits isolites. En fait, ce sont des petites pierres rondes, mais qui sont, qui ont toutes les formes, vous les voyez ici. Alors j'ai eu la chance, dans les archives de Sierre, de retrouver des perles, des photos des perles. Bien que les perles ont disparu de la nouvelle sœur. Il y en a un peu partout. Alors, donc là c'est une des rares photos des perles en place. Ici, c'est René Novic en 1962, 63, qui est sur les. Alors, à l'époque, on n'avait pas la vision, donc les perles elles montaient. Bon, voilà. Donc du coup, techniquement, voilà, moi j'ai une photo ici des années 30 du groupe Valo avec quelques perles de perles, et une photo que mon père ici a pris dans les années 60 avec encore les perles comme. Donc quand on a fait les photos, Bernard, il n'avait pas autant. Hein. Voilà. Donc du coup la reine des perles il porte ce nom parce qu'ils sont tombés sur ces concrétions un peu particulières. Elles se forment assez simplement, c'est un petit caillou. Hein, si je me trompe, vous m'arrêtez, mais en fait, voilà, à force de travail de l'eau, roule charge en calcaire, et en fait, souvent c'est dans les zones sableuses qu'on en a dans les sables, et c'est pour ça qu'on en a beaucoup, et au fil des années, donc il faut il faut du temps, mais quand même, ça se fait. On peut les voir. Les endroits où il y en avait, les endroits où il n'y en a plus, ça peut, sur une génération de spéléo quand même. Voilà. Donc là, on en vient un peu à la partie scientifique que je laisserai à Nicolas vous expliquer. Dès 1969, la reine des perles, il est sur le réseau de l'évent de Soubès, dont on a parlé tout à l'heure, la source des Coutelles, et puis les spéléologues à l'époque avaient découvert l'évent de Soubès, et donc le premier traçage a été réalisé en 1969, donc par le GERSAM, dont on vous a parlé tout à l'heure. Et ensuite, il y a eu un deuxième traçage en 2013 qui a été réalisé par Gilles de Montpérou et par Nicolas Lénard, en basse eau, si je ne me trompe pas, il vous expliquera la différence. Et nous, en 2021, on a réalisé, alors je vais vous dire, on n'avait pas envie. On n'avait pas envie de le faire, on n'est pas du tout envie de le faire. Nicolas nous dit, ça serait bien qu'on fasse la reine des perles. Il dit, mais tu l'as déjà fait? Oui, mais je l'ai fait en basse eau. On va faire la reine des perles. Bon, on va la reine des perles. On va la reine des perles, on met alors ici c'est la chloroquine qui a été mise en 2013, et ici c'est la sulforodamine. Nicolas vous expliquera aussi, elle est rouge, et rassurez-vous, il n'y a pas de problème pour l'environnement. Donc on est allé à la reine des perles avec notre bidon, pas vraiment envie d'y aller, mais pour faire plaisir à notre hydrogéologue, on y est allé. Donc bon voilà, et c'est heureusement qu'on y est allé parce qu'en fait, grâce à cette coloration, mais on a flairé, enfin c'est pas moi qui ai flairé, c'est Laurent qui a flairé une espèce de petit courant d'air, là où il y avait le point d'interrogation sur la topographie de nos aînés, il a flairé un petit courant d'air, et le courant d'air en spéléologie, ben, ça nous amène à se poser des questions. C'est-à-dire que le courant d'air peut être généré par le fait qu'il y ait des galeries inconnues derrière. Donc voilà, on a réalisé ce traçage, puis comme on en était certain, est ressorti au même endroit, celui de 2013, donc on ne comprenait pas trop ce qu'on faisait là. Mais bon, on a dit bon, et puis c'est vrai que quand même, on s'est dit, ben, ce courant d'air, il est un peu étrange, donc en parallèle de l'opération de Banquier qu'on a menée à Saint-Étienne-de-Gourgas l'été dernier,
en guise de repos, on allait se reposer à l'un des perles. Donc, en fait, il s'est avéré qu'il s'est un peu agrandi. C'est un peu agrandi tout simplement parce que vous voyez, ça c'est notre topographie. Alors c'est moins glamour que les topographies des années 30, je vous en conviens. Donc ça c'est la partie historique. Et vous voyez là, c'est là où il y avait le petit point d'interrogation. Donc la cavité était à moins 51, donc on a creusé ici. Il y en a plein ce soir des gens qui ont creusé dans ce boyau de femme que je vous montrerai en photo tout à l'heure, qui s'appelle le méandre des Enfileurs. Je vous laisse comprendre pourquoi. Ensuite, le puits de l'Escroc, le puits de l'Ortre qui a été découvert, le méandre des Barjosiens, et ensuite ici la plaque biolégale. Vous voyez, ça a pris des ampleurs assez grandes au niveau volume. Alors vous remarquerez qu'en fonction des années, les spéléologues sont assez étranges je ne sais pas si c'est une espèce un peu étrange comme les spéléologues. Vous voyez, on a ici la salle des bronzes antiques, les années 30, vous voyez, le puits de l'homme mort, la salle de la pluie des perles. Et après on passe à 2021, le méandre des Enfileurs, le puits de l'Escroc. C'est pas la même poésie, voilà. Mais bon, on se donne des droits un peu sous terre quand on découvre d'appeler certaines parties des cavités en fonction de nos émotions du moment. Voilà. Disons, quand on trouve de nouvelles cavités, on essaie de respecter certains codes, on donne le nom du secteur, etc., pour qu'on puisse le retrouver. Par contre, dans les trous, on peut se lâcher, quoi. Donc, à la rigueur, le souterrain du Bousquet, il y a des noms un peu que les plongeurs randonnés qui peuvent être abordés aussi. Donc, vous voyez, en fait, on a creusé ici et on a suivi la rivière qu'on avait colorée. On l'a suivi jusqu'à en trouver une autre ici et jusqu'à trouver ici un siphon. Alors, on s'est dit, mais attendez, un siphon à moins 106, donc on a dit, il faut appeler plongeur parce que ça ne passait pas. Donc c'était une découverte assez alors c'est pas une énorme découverte, mais dans une cavité qui avait cette historique, c'était un peu poignant de continuer le travail de nos aînés. Voilà. Donc on est parti de moins 51 jusqu'à moins 106. La cavité avait à peu près 300 mètres de galerie, 250 mètres de galerie, et aujourd'hui elle est aux alentours de 800 mètres de galerie. Et on va vous montrer un peu ce que c'est la Vallée des Perles en image. Alors là c'est pareil, il y a des photos de Bernard Galibert et quelques photos de drone de Mathieu Catala. Donc ça c'est l'entrée de la Vallée des Perles, derrière le Cagoule en fait. Donc c'est tout petit, c'est une espèce de trou de renard. Voilà. Donc voilà, ça je vais vous montrer la partie historique. Voilà l'entrée de la veine. Ensuite, les fameuses salles d'entrée. C'est d'ailleurs là qu'il y a la partie archéologique dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec des grandes coulées, et les longues coulées ici. Ça, c'est le puits de l'homme mort, le fameux puits qu'Amédée Caillard a descendu à la Cordelisse. Je vous laisse Francis sur le fait de remonter à la Cordelisse. Donc là, on descend sur des cordes, et on a des appareils spécifiques qui nous permettent de remonter sans trop d'efforts. Donc le puits de l'homme mort. La salle des perles, vous voyez, il en reste encore quelques-unes dans certains endroits de la salle. Voilà, donc ici, la salle des perles, avec les perles qui sont restées, qu'on ne peut pas enlever, qui sont restées concrétionnées. Ça, c'est la salle des bronzes antiques, c'est une salle qui est supérieure, qui est un peu moins visitée, donc qui est un peu plus préservée. Et donc, il y a de très belles concrétions. Et ensuite, il y a la nouvelle partie. Donc, ici, on l'a appelé le puits de l'Escroc. Je vous donne pourquoi, parce qu'on l'a découvert le jour où Bernard Tapie est décédé. Voilà. Ça vous donne je dis pas toute l'histoire, on était loin ce jour-là, bon voilà. Voilà pourquoi il était escroc. Et ici, on a découvert un très joli cours, alors quand il est arrivé, il était rouge. Alors, je me dis, qu'est-ce que c'est historique? Et pourquoi elle est rouge l'eau? Et en fait, c'était des résidus de la coloration du mois de mars. Et donc on a appelé pour sulfone. Voilà, parce que voilà, sulfone l'a mis. Et donc on a envoyé les photos à Nicolas, en disant, tu sais, oui, c'est possible, c'est possible. Donc, presque 7-8 mois après, il y avait encore de la sulforodamine de la coloration qu'on avait menée au mois de mars. Ensuite, après un boyau un peu infâme que je vous ai pas mis en photo, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de photos dedans vu la étroitesse, on est arrivé au méandre des Barjosiens. Je passe les détails du nom. Et ici, donc, une nouvelle arrivée d'eau qui double à peu près le débit de la Venne. C'est-à-dire que ici, on arrive par là, donc il y a le ruisseau qu'on avait coloré, et ici, il y a une autre arrivée qui double à peu près vous la voyez ici, l'eau à travers la rivière, qui double à peu près le débit de la Venne. Et il faut savoir que voilà, quand on a coloré, et Nicolas vous expliquera tout à l'heure, en fait, l'eau arrive à la source d'écouteurs en très très peu de temps.
en très peu de temps. C'est assez rapide pour le coup. Et elles sont des bouteilles qui est captée pour le village de Suez. Donc c'était très important de faire ces avancées, parce que ces avancées nous permettent de connaître un peu plus l'origine de la source des puits. Et ensuite, on est arrivé sur la faille du Renégat. Je ne sais pas ces détails du pourquoi du Renégat également. Mais donc, en fait, quand on est arrivé là, les premiers explorateurs, les deux qui sont dans la salle, étaient persuadés au loin avec les lumières que c'était un puits en fait. Quand ils ont jeté un caillou, c'était une plaque. Donc, ils sont ressortis, moi j'étais pas là le jour-là, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit ah, on a trouvé un siphon. Je n'y croyais pas du tout parce que cette altitude-là, à moins 106, c'est-à-dire presque 100 mètres sous la surface du corps, trouver un volume d'eau comme ça, c'est assez rare. Donc du coup, là, on a dit bon, bah, super, ça va continuer. Donc voilà encore le siphon. Le siphon, ça va nous en parler, Franck. Comme quoi, vous verrez qu'on n'a pas que ta chance. Voilà. Et donc on est arrivé à la profondeur de moins 106 et on a quand même retrouvé des perles. Voilà. Parce que on rassure tout le monde, pour y aller, il faut y aller vraiment beaucoup. Donc c'est pas voilà, on les a léchés et on a retrouvé les perles. Voilà, la même des perles à de nouveau des perles. Voilà. Donc et voilà, les petites perles. Alors elles paraissent grosses comme ça, mais elles ne sont pas si grosses que ça, à part celle-ci. Ouais, on voit, là. Donc, vous voyez, elles ne sont pas forcément de forme très, très ronde, hein, mais vous voyez, là, quand même, on dirait un petit nid d'œufs, avec des œufs, c'est assez rigolo. Voilà. Donc, voilà les quelques-uns. Donc là, on va vous passer un petit film qui ne dure pas longtemps, parce qu'on a fait une plongée quand même dans cette flaque. À la base, c'était le siphon du Renégat. Et puis c'est devenu une flaque, mais Franck, je vais te laisser la parole, parce que justement, tu vas pouvoir nous en parler. Oui, c'est après la plongée que c'est devenu une flaque, en fait. On a Ouais. Non, vous avez dit non, c'est moi. Alors, vous voyez, il y a une partie, on reprend quelques photos que vous avez déjà vues. Donc ça, c'est en fait la reine des perles. Voilà, comme je disais, le porche est ici en fait. Oui, donc en fait, je parlais beaucoup plus longtemps tout à l'heure, hein, parce qu'il n'y a pas 1,8 km de galerie là. En fait, c'est voilà, une flaque. C'est vrai qu'on espérait beaucoup, puisqu'on est quand même, comme l'a dit Jean tout à l'heure, on est assez haut sous le COS. Il y avait encore au moins plus de 100 mètres d'inconnu en dénivelé pour arriver au niveau des rivières souterraines connues, comme les rangs de Soubès notamment, comme vous avez vu tout à l'heure en report sur la carte. Et donc on espérait que ce soit un tout petit passage prêt en plongée, où on retrouverait après des grosses galeries où on pourrait justement évoluer sans plongée, un peu comme la rivière de Bousquet. Pour avoir de chance, en fonction des données géologiques, la couche sur laquelle on était, et un amoncellement d'argile, en fait c'est un fond de... Alors l'eau passe à travers forcément, hein, puisqu'il y a les ruisseaux se jettent dedans, ça c'est indéniable, on a des images, ça a été jaugé, et même avec des hauts débits quand il y a un peu d'eau. Mais il s'avère que tout le fond est colmaté par l'argile, il y a juste un petit trou gros comme le poing, c'est celui-là d'ailleurs, voilà. Tout l'eau s'écoule par là, donc c'est par là que ça passe, ça doit faire un peu un biseau, puisque ça fait pièce de retenue d'eau. Et le potentiel en fait en exploration souterraine y est, mais malheureusement on n'est pas à tous les coups. Donc là en fait il y a un bouchon argileux, on est sur une couche là de bon, je suis pas un géologue, mais vous voyez il y a un amoncellement de rochers, on est sur deux niveaux différents de roches, et puis on est sur ce qu'on appelle les marnes, c'est cette espèce d'argile que vous voyez là qui colmate un petit peu tout, et qui laisse juste filtrer l'eau à travers, mais qui il n'y a pas de passage pénétrant. La profondeur, elle est trop bien. Alors c'était abyssal, c'était 25 ans je crois. Voilà, donc on ne gagne pas tous les coups, mais ça valait quand même le coup d'aller voir, c'était quand même sympa, c'était une belle sortie. Et puis de toute façon, sont tout tentés, donc ça fait partie de la spéléologie, on ne gagne pas tous les coups. C'est vrai que ça peut être assez ingrat comme activité. Après, ce qui est sympa, c'est quand on arrive à alterner les choux blancs comme ça, c'est pas vrai, les choux blancs au niveau plongé, j'entends, parce qu'avant c'était comme une belle exploration, puis ils l'ont bien mérité, quoi. Il y a quand même un gros acharnement pour ouvrir le passage et puis pouvoir découvrir ça. Ça apportait quand même de la connaissance aussi, même si on espérait pouvoir explorer beaucoup plus, mais on connaît un petit peu mieux ce point de COS, on sait qu'il y a ce niveau-là où justement il y a un peu de rétention d'eau ponctuelle, donc c'est pas aussi
c'est pas aussi grisant, c'est pas aussi valorisant, c'est pas aussi, aussi fabuleux hein, que ce qu'on a pu faire à Bousquet ou notre qualité. Mais bon, il fallait quand même le faire, c'était partie du jeu. C'était pas une belle sortie sympa avec le copain, c'était quand même un gros coup. C'était une belle journée, on a bien profité, ça fait partie aussi des plaisirs de l'activité. On parle des plaisirs égoïstes de ceux qui découvrent et qui explorent. Il y a aussi le plaisir d'être en équipe, de partager, d'être soudés sur des mêmes objectifs, de fonctionner ensemble. C'est quand même des choses qui sont assez belles et qui sont vraiment un moteur puissant dans l'activité et qu'on prend plaisir à retrouver. Donc là, vous voyez, il y avait des endroits, j'ai tiré quelques cailloux en espérant pouvoir dégager un passage, ce qui fait que, voilà, et au-dessus, il y a une belle escalade que Laurent faisait en même temps. Donc, on avait fait un jubilé, voilà, la lumière blanche en haut, c'est les copains qui grattent. En même temps, on avait fait un jubilé plongé et l'escalade, il y en avait qui s'élevaient vers le plafond en essayant de trouver un passage, un autre qui grattait au fond de la galerie pour en trouver un autre, on n'a rien trouvé nulle part. On a été au bout de l'aventure entre guillemets, avec l'exploration, puis bon, après on passe à autre chose. Et peut-être qu'une autre équipe, dans quelques années, avec d'autres moyens, alors on verra peut-être autre chose et trouvera justement un point particulier qui nous aura échappé et qui va trouver un prolongement. C'est ça aussi la spéléologie, c'est que le rêve continue toujours, même si à notre échelle, ça s'est arrêté à la lettre des perles, c'est pas dit que dans quelques années, dans une autre génération, mais d'autres ne trouveront pas le passage et continueront l'exploration. Et j'espère qu'on sera encore là pour s'en réjouir avec eux, même si on sera plus apte à y aller. Voilà, l'escalade. On essayait de ne pas tomber de cailloux sur le plongeur, rassurez-vous. Et il était loin les grandes là. Donc voilà, ça s'arrête comme ça, avec des perles. C'est déjà une belle découverte. Là, vous voyez, les compressions énormes ici. Donc on avait tenté un petit peu de jeter un œil quelques temps avant pour éviter de porter les bouteilles. On n'était pas très rassurés et puis bon, Franck nous a confirmé qu'il n'y avait pas de suite possible. Voilà, quelques photos, donc c'est la fin de la vidéo, mais voilà, pour vous dire que malgré tout, on croit que tout est fait, qu'on connaît tout, et en fait, vous voyez, avec un peu d'acharnement, un peu de jugeote aussi, un peu de géologie, on arrive à faire des découvertes, même encore aujourd'hui, à 2 pas du village, et des découvertes totalement inédites. Ça, c'était un petit hommage au gros ballot, où on se retrouvait un peu 90 ans après la première découverte, avec les nouvelles techniques et puis les nouvelles combinaisons. Voilà. Voilà, on va laisser la parole à Nicolas. Alors c'est diaporama. Bonjour. Donc, comme M. Roy le disait, je suis hydrogéologue au conseil départemental de l'Hérault. Je ne sais pas si je connais tout le monde, mais je vois plein de têtes que je connais dans la salle, donc ça va être bon. Je fais un peu de spéléo aussi quand j'ai pas de soucis avec mon dos, mais j'en fais plus beaucoup. Il y a des gens très compétents pour y aller à ma place, c'est très bien. Voilà. Donc ils ont dit plein de trucs, alors moi ça va être un peu moins glamour, j'ai pas de belle musique, j'ai pas de belles vidéos, j'ai pas de belles photos, donc ça va être plutôt une approche un peu plus scientifique. Je vais essayer de pas trop vous endormir, parce qu'en plus je passe en dernier, mais bon c'est comme ça. Donc ils nous ont situé un petit peu depuis tout à l'heure où on était, vous connaissez un petit peu, donc on a dit qu'on était là à Péguerolles, et la zone qui nous intéressait c'était tout ce plateau Camp-Rouge-Lacanour, et puis qui est ici, qui s'arrête sur la vallée de la Bresse, donc on est entrecoupé par la Dergue, la Bresse. Voilà, c'est le secteur géographique qui nous intéressait. Il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de source comme l'a dit Jean. Les sources sont dans la vallée, alors je vais les passer en revue assez vite, mais elles ont déjà été évoquées. Donc la source du Loup, la plus au nord, donc ici donc, il y a une petite galerie dont M. le maire a évoqué qu'il y avait des tirs un petit peu explosifs, voilà, au pied de cette cavité qui est derrière, donc il y a un écoulement, donc ici on avait mis un appareil. La source de l'Adou, donc qui alimente en eau le village de Péguerolles. Donc là j'ai mis quelques photos. Donc c'est la galerie qui est située derrière cette porte métallique. En fait il y a un long tunnel, on n'a pas le droit d'y aller, hein, sauf quand on est habilité par la communauté de communes. Donc au bout de ce tunnel, on est quasiment sous l'autoroute. Et puis on tombe donc sur une source. Alors je ne sais pas si on peut commencer à dévoiler des secrets ou s'il faut encore attendre. Inexploré pour le moment, mais à force d'aller y voir, on voit qu'il se passe peut-être des choses qui feront l'objet d'une prochaine conférence, peut-être. Voilà.
En tout cas, ça alimente en eau la commune et c'est un débit assez fort, plus de 200-300 litres par seconde. La source du Bousquet, dont vous avez entendu parler tout à l'heure, donc là j'avais mis une photo, mais vous en avez vu plein, y compris les vidéos. Sur la commune de Soubès, il y a la source des Coutelles. Alors en fait, il y en a plusieurs, il y en a 3, mais on va dire les sources des Coutelles. Donc c'est ce qui alimente en eau également la commune de Soubès. Donc là, c'est des petits captages, un petit bâtiment, et en fait, quand on est à l'intérieur, ils ont fait un bâtiment en parpaing, et puis derrière, il y a la roche avec l'eau qui arrive dans des fissures. Il y a la source de Bronzina-Douire, donc là, on est sur Saint-Étienne de Gourgas, une source qui est sur le flanc ouest, qui alimente en eau également le hameau de Gourgas. Donc ça, c'est assez sympa, donc avec la source qui arrive d'une fracture, et puis donc on a ce petit seuil de débordement naturel qui s'en va. C'est assez facile à y aller pour faire des prélèvements. Sur le secteur vraiment de Gourgas, alors on a un paquet de sources, alors Avocat 1, 2, 3, 4, Bergère 1 et 2, donc c'est des sources qui sont identifiées. Alors, je les ai mis ici parce que vous voyez, on les a un petit peu de partout. Donc ici c'est une photo de Bergère 1, donc ça sort dans des jardins particuliers, et puis celle-là c'est Avocat 1. Alors c'est assez curieux parce qu'en fait la source elle est au bout de ce tunnel qui fait au moins une vingtaine de mètres et les habitants avaient construit une voûte. Alors ils étaient embêtés à voûter sur 20 mètres. Alors, moi j'ai pas l'histoire mais je pense qu'il y a des gens qui doivent l'avoir. Donc ça on y reviendra tout à l'heure parce que toutes ces sources on pensait que c'était les mêmes. Là j'ai agrandi un petit peu la carte, puis on s'en va dans la vallée du Lauronnet plus à l'ouest. Parce qu'il y a la source de Pérol, elle est importante, et puis vu qu'on est sur le secteur Pégrol, je l'ai rajouté. Je ne savais pas si Franck allait parler de la plongée, enfin, je sais pas. Et voilà. C'est la conférence d'avant. Bon, ben, voilà. Alors ceux qui étaient là, c'est la conférence d'avant. Et c'est quand même ce qui alimente en eau le DEF, c'est une très grosse source. Et j'ai retrouvé, donc pour Arnaud, voilà, quand elle est en crue, ça donne ça. Voilà, on a parlé, là, ça c'est quand c'est en étiage, il y a une galerie qui part, hein, et quand c'est en crue, ça peut donner ça. Et il y a une deuxième source à Pérol. Voilà, on voit la roche ici, il y a un petit canal. Donc ça, c'est des captages d'eau pour les collectivités. Ici, je vous ai mis là, vraiment très à la louche, voilà, des cavités essentielles. Donc on retrouve le Pérol, on retrouve le Bousquet, ici les vents de Soubès et ici le Banquier. Donc c'est des cavités dans lesquelles on va retrouver des écoulements de souterrains. Il n'y a pas forcément de source. Dans le Banquier, il n'y a pas de source à la sortie de la grotte. Elle est plus en contrebas. Voilà, mais c'est des systèmes aquatiques, comme dirait monsieur le plongeur. Donc, on va faire un petit peu de géologie. Donc, le plateau ici, donc depuis la vallée jusqu'en haut du plateau, on est sur la coupe, alors là je vous avais mis à l'écran, la coupe classique des Grands Causses. Donc, il faut savoir que tout en bas, on a un socle qui est très ancien, donc qui est à peu près de l'ordre de 500-600 millions d'années. Quand on va vers Salagou ou vers Saint-Jean-de-la-Plaquière, on a les fameuses rues qui datent de l'âge permien qui sont rouges avec des oxydes de fer. Tout ça, ça a été raboté à un moment. Et puis ensuite, c'est déposé en millefeuille. Depuis le Trias au volcan, qui sont vraiment très récents, 2 millions d'années, sont déposées ces formations géologiques les unes après les autres. Alors, on a les formations de Trias, au-dessus, on a des Jurassiques inférieurs, donc avec des dolomies et des calcaires. Une couche de marne, ici, qui date du Toarcien. Le Jurassique supérieur. Alors, il y a un petit peu de crétacé quand on est sur le plateau côté est. Et puis de l'autre côté, quand on est vers le Lauronnet, on va trouver les basaltes du plateau de l'Escandor. Donc ça, vous les connaissez, vous pouvez trouver des roches noires. Alors, notamment, donc, Franck, tu parlais, quand vous étiez dans la cavité, il y a ce siphon, enfin cette flaque qui restait perchée. Là, typiquement, on a ces marnes qui sont intercalées, qui peuvent empêcher l'eau de s'écouler, et puis la garder pour faire une flaque ou un siphon. Donc, ça, c'est la géologie sur le profil des Grands Causses. Les avant-causses, on peut dire. Donc là, si on remet sur la carte géologique, alors je ne sais pas si tout le monde dans la salle est habitué à avoir une carte géologique, donc on est en vue en plan, on ne voit pas la coupe comme tout à l'heure. Les couleurs correspondent à l'âge géologique des roches, donc on a dit on partait du Trias jusqu'au Jurassique supérieur, et puis ça c'est une représentation donc, en plan, on va retrouver les mêmes formations et les entailles des différentes vallées qui font apparaître la coupe géologique. Si on n'avait pas les vallées, bien sûr, on ne verrait que le bleu et puis le marron. Je vous ai rajouté donc, la zone d'étude qu'on a vue en tout début. Et puis un élément structural important pour nous, c'est la faille de Saint-Michel, c'est une faille géologique, qui a cassé l'ensemble du massif qu'on a vu tout à l'heure, et qui a fait remonter, en fait, les formations géologiques étaient plus anciennes. Donc on voit ici tout ce qui est violet, tout ce qui est de glace. Normalement, on va le retrouver au fond des vallées. Et bien, quand on est derrière la faille de Saint-Michel, au niveau du Caïlar, c'est des formations géologiques qu'on peut retrouver à la surface, alors qu'on est sur le plateau.
Donc la faille a vraiment joué ce jeu de faire remonter le compartiment supérieur. Ça c'est pour planter un peu le décor. Là, je vous ai remis la même coupe que tout à l'heure. Si on passe de la géologie à l'hydrogéologie, on va constater qu'on a des sources qui sortent sur ce profil, sur ce petit bloc diagramme, principalement ici, donc à la base du Jurassique inférieur, donc sur les formations qu'on appelle de l'étangien, pour les gens qui sont un petit peu plus précis sur les formations, et puis ici, donc au-dessus des marnes du Toarcien, à la base donc, du Bajocien, on peut avoir des sources qui sortent, comme je vous l'ai dit, parce que les marnes font une étanchéité. Alors là, j'ai essayé de faire quelque chose un peu en 3D, mais j'ai l'impression que ça se voit pas trop. Alors, désolé. Et c'était pour vous montrer toutes les sources qu'on a évoquées depuis tout à l'heure. Là, on voit que finalement, ces sources, elles sortent là, à la limite entre ce rose foncé et ce rose. Donc, c'est quasiment toutes les principales sources qu'on a vues ce soir, et bien, elles sortent à la base du Jurassique inférieur. Donc, avant d'arriver sur le. Donc, c'est les Tangiens, principalement. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant de comment ça fonctionne au niveau de l'hydrogéologie, enfin, comment les roches, j'ai la question, comment les roches stockent l'eau, enfin tous hydrogéologues, et du coup, on a tous spéléo. Donc, tout simplement, on va avoir, il faut bien sûr une roche calcaire, donc une montagne calcaire, il faut qu'elle soit fissurée, parce que sinon ça ne marche pas, l'eau ne va jamais rentrer dedans. Donc, on imagine une roche calcaire, un peu de fissure, de la végétation, et puis une manche de la pluie. Donc quand il va pleuvoir, le sol et la végétation vont rendre l'eau légèrement acide, et l'eau acide qui rentre dans du calcaire, ça fait comme le vinaigre à la maison sur le calcaire du robinet, ça dissout le calcaire. Donc à force de dissoudre le calcaire, on va agrandir ces fissures, du coup on va permettre à l'eau de descendre plus bas, du coup l'eau suivante va pouvoir s'infiltrer, descendre encore plus bas, etc., etc. Alors il y a un élément essentiel, qu'on disait toujours de ne pas oublier quand j'étais étudiant, il faut que l'eau puisse sortir. Parce que si elle rentre et qu'elle reste sur place, elle va se saturer en calcaire, et une fois qu'elle est saturée, elle ne bouge plus. Donc il faut qu'il y ait un écoulement. Alors à force de descendre, elle va créer un réseau, et puis on a vu toutes ces sources que nous ont montrées dans les vidéos précédentes. Donc une fois que l'eau sort, c'est ce qu'on peut représenter sur le petit schéma dessous. Donc l'eau elle fait son trajet, et elle ressort en bas. Donc on a un système où, une fois qu'il est lancé, on va karstifier, c'est-à-dire on va créer ce phénomène de creusement. Alors on va créer du volume en gros, parce que c'est plus des petites fissures, on peut passer à peine la main, comme nous montrait Franck dans ses vidéos, c'est les galeries, c'est les cavités qu'on a vues. Et pour l'hydrogéologue, c'est intéressant, parce que si ces galeries sont pleines d'eau, c'est de l'eau pour alimenter en eau potable, par exemple, les populations. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la géomorphologie karstique. Donc quand vous êtes sur un paysage calcaire, le karst, donc ça c'est Michel Bakalovic, un universitaire qui avait créé ce bloc diagramme. On va retrouver finalement ce que vous avez là-haut sur le plateau, avec des lapias, des roches, des fissures, des vallées sèches, des avennes, des dolines, et puis dessous, on l'a vu avec les vidéos, des rivières souterraines, des zones où là, il faut plonger, etc. On va retrouver tout ce profil qui ressemble, avec cette reculée, qui ressemble un petit peu au peuple escalette quelque part. Donc voilà, ça c'est vraiment typique du paysage karstique. Donc si je reviens sur notre contexte local, au niveau hydrogéologique, il n'y a que ces deux formations-là qui vont nous intéresser, parce qu'elles vont être le réservoir d'eau, donc soit pour aller faire de la plongée avec la spéléo, soit pour chercher de l'eau pour alimenter les communes. Super compatible. Alors, quand on étudie, les spéléos, ils cherchent à trouver une cavité pour faire de la première, puis quand on fait de l'hydrogéologie, on essaie de comprendre les systèmes, les deux ne sont pas incompatibles non plus. Il faut trouver les limites de ce système. Une commune, elle va nous demander un débit. Alors, moi, il faut que je lui réponde en disant, je peux vous assurer qu'il y aura un débit minimum. Pour les spéléos, ils ont envie de savoir si la cavité a un potentiel pour se prolonger sur 3 km ou si ça va s'arrêter au bout de 150 mètres. Donc, on va essayer d'étudier le système. Alors, le système hydrogéologique, en fait, délimiter son bassin, ce qu'on appelle le bassin hydrogéologique, c'est le bassin sur lequel toutes les gouttes d'eau vont rejoindre la source. Voilà. Donc, c'est là ce qu'il faut s'imaginer. La pluie va rejoindre la même source. Sinon, elle va rejoindre la source du bassin d'à côté et on va faire notre cartographie. Alors, si je n'ai pas été très clair, je vais l'illustrer avec un petit dessin. Tout à l'heure, on avait vu ce profil. Donc, si je dessine le bassin topographique, le bassin versant, ici, je vais avoir deux bassins versants. Le pluie va ruisseler de ce côté-là, puis sur le deuxième bassin versant, on va ruisseler de ce côté-là. Ça, c'est une vision topographique ou hydrologique. Si j'ai une vision hydrogéologique ou spéléologique, je vais m'intéresser au bassin hydrogéologique. Et ici, sur la figure, il n'y en a qu'un seul. La pluie s'infiltre ici, elle
tient pas compte de la pente, et elle va, sur cette couche étanche, rejoindre sa source ici en contrebas. Donc là, vous faites bien la différence, que quelquefois vous avez une montagne, on dit oui, c'est pas grave, il a plu de ce côté-là, je reste rien, il va me promener dans la cavité. Ben, c'est pas vrai, parce qu'on voit qu'il a pu pleuvoir sur ce versant-là, et finalement la cavité va se mettre en crue, donc ça peut présenter un danger. Voilà. Alors, autre chose qu'on peut utiliser, c'est la chimie. Alors la chimie de l'eau, j'ai dit c'est l'ADN. Notre ADN à nous, ça nous caractérise qu'on est unique à ce niveau-là. Avec la chimie de l'eau, on peut faire la même chose. En analysant les paramètres, alors vous l'avez tous fait peut-être à la maison, on tourne la bouteille de 5 heures au tutel, et puis il y a marqué composition chimique de l'eau, calcium, magnésium, etc. Une eau qui va être dans un réservoir calcaire, elle va s'enrichir en certains minéraux, et puis dans le bassin d'à côté, l'eau ne va pas s'enrichir de la même façon parce que la roche, elle n'est pas identique. Alors ça nous permet de faire le tri, je vous ai dit tout à l'heure notamment, les avocats bergères, là j'en avais 6, si on avait vu aller prélever de l'eau partout, c'est un peu compliqué. Donc c'était plus simple d'étudier avec la chimie, puis se dire finalement, je vais en prélever qu'une seule, est-ce que c'est la même? Alors c'est ce qu'on a essayé de faire, et puis bingo, ça a marché. Alors là, on avait prélevé en Haute-Saône, donc c'était en décembre 2020, donc on a prélevé les avocats et les bergères, alors je vous les ai mis sur un petit diagramme chimique, là ça s'appelle un diagramme de Scholler, et on ne voit même pas la différence. Là vous avez 6 courbes qui sont superposées les unes sur les autres. Moralité, c'est la même eau, ça vient du même point. À la source du Louvre et à la source du Ladou, sur le périgord de l'Escalette, on voit que c'est des eaux quasiment identiques. Il y a la source du Louvre qui est légèrement un petit peu sulfatée, un petit peu plus, c'est pas grave, pas de problème. C'est certainement parce qu'elle est en contact avec le Trias. Tout à l'heure on a dit cette formation géologique de Trias, elle contient des sulfates tout simplement. Et après, sur les autres sources, Bronzina, Douille et Coutel, c'est assez proche, mais on voit qu'elles ont un profil ici un petit peu plus magnésien, ça c'est le magnésium. Et bien, plus l'eau s'enrichit en magnésium, plus on est dans la dolomie. Donc, les spéléos le savent, il y a les calcaires et les dolomies. Dans les dolomies, on va trouver plus de sable, donc on les a vus dans les vidéos, dans les cavités. Et bien, quand on est plus dans les dolomies, mon petit diagramme va se déformer sur cet axe-là. Donc, on a fait une autre campagne de mesure en basse eau, c'était en novembre 2021, ça n'avait pas plu. Donc, cette fois-ci, on a fait Pérol, Bousquet, Ladou, parce que depuis, il y avait eu des plongées, donc c'était intéressant de voir. Alors, il se trouve que les profils, vous voyez, sont un peu différents, notamment la source de Pérol, qui est dans le Laurounais, elle diffère par sa composition chimique, alors que, d'après les travaux qui ont été faits par les associations, les deux cavités sont relativement proches. Quand finalement ils font des plongées, on pourrait imaginer que ça vient du même réservoir. Là, j'ai un petit peu des doutes, et puis il y a la présence de silicate dans l'eau de Pérol, qui nous indique que l'eau de pluie a circulé sur les basaltes. Donc on a le plateau de l'Escandor qui n'est pas loin. Donc, le bassin d'alimentation, le bassin hydrogéologique de la source de Pérol, s'étend vraisemblablement vers l'ouest. La pluie tombe sur l'Escandor et ça revient vers la source de Pérol. C'est quelque chose qu'on n'observe pas sur la source de Bousquet et la source de Ladou, qui sont assez proches chimiquement, et toutes les deux n'ont pas de silicate. Elles sont juste séparées par la vallée, tout simplement, au niveau de Pérol. Donc ça, c'était une approche exclusivement par chimie. Après, on va avoir une approche par traçage, Jean nous en a déjà parlé, c'est-à-dire on va carrément injecter un colorant dans le milieu souterrain. Donc là, c'est pour voir la relation entre un point A et un point B. Donc on injecte un colorant dans un écoulement, poursuit son parcours jusqu'à une source. Donc Jean l'a dit, le colorant, il est alimentaire, il n'est pas toxique ni pour nous ni pour l'environnement. On peut le surveiller soit visuellement, alors si vous voulez camper à côté de la source pendant 3 semaines, vous pouvez. C'est pas c'est pour éviter Pérol, mais vous connaissez le maire qui vous appelle quand le colorant sort, c'est pas mal aussi. Vous pouvez faire des prélèvements manuels ou automatiques avec des appareils, et vous pouvez carrément faire des mesures sur place avec ces nouveaux appareils qui existent depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Ce sont des fluorimètres qui analysent directement. Donc là, je vous ai mis, c'est la sulfurodamine dont parle les gens, la fluorescine, qui ont des couleurs différentes. Alors les traçages, là, c'est utilisé depuis assez longtemps quand même. Les spéléos les ont beaucoup utilisés dans les années 60-70 aussi. Notamment sur Montpellier, il y avait M. Palop qui fournissait des traceurs. C'est une technique qui fonctionne bien, mais les techniques plus modernes permettent de mettre moins de colorant, ce qui fait que c'est un petit peu moins invasif quand même. Parce que quand l'eau du robinet elle coule en vert fluo pendant 3 semaines, les habitants ne sont pas très satisfaits. Donc ça, c'était vite fait pour vous faire un cours, et puis là, on va faire un inventaire des traçages qui existaient. Parce que, comme disait Jean, il y a certains traçages qu'on a refaits, et c'était nécessaire. Donc, de nouveau, on a notre délimitation. Ici, le fameux navet de départ, on en a parlé en long, en large et en travers. Hein. Donc, avec ces traçages historiques, alors à chaque fois j'oublie les dates, je vais prendre mon portefeuille. 69 le GERSAM, 2013 le GSM avec moi le département, et puis donc, on avait montré que ça allait à Bronzina. Ça, c'était un inédit.
Voilà. Et servait à les ventes sud-est. La veine du Soleil, c'est en 85, je ne sais pas. 85, c'est le groupe Valo. Ici, c'est la veine du cochon. 66. Et là, c'est la peur du pont noir. 64. Ah, sur il a bien révisé. C'est ça? C'est bon, il a tout bon. On peut juste dire que le cochon, ils en ont fait deux parce que le premier, en 63, c'était un échec. Ça peut arriver. Alors, du coup, on a fait ces nouveaux traçages parce qu'on cherche à délimiter. Pareil, on ne fait pas de muse de dire, tiens, j'ai que ça à faire sur mon temps de fonctionnaire ou dimanche. Voilà. C'était aussi pour délimiter, parce que la source de la tour, on a dit, elle est captée par la commune, et puis c'est une grosse tour, donc il faut bien la délimiter, parce que si un jour il faut protéger, s'il y a des industries qui se créent, s'il y a des fermes qui se mettent sur le plateau, il ne s'agirait pas d'aller polluer une très bonne ressource. Donc c'est pour ça aussi qu'on doit délimiter pour comprendre et faire des périmètres pour protéger. Donc là, je vais vous décrire les trois opérations. Donc la première, c'était la veine Vaillé. À veine Vaillé, alors voilà. Il y a eu un traçage de fait, puis les résultats, ils avaient été paumés. Je ne citerai personne, alors on l'a refait comme ça, au moins on est sûr. Voilà. Alors la veine Vaillé, une topographie réalisée par Larzac Explo Sélaton, que je l'ai remis ici. Voilà. Donc on a 130 mètres de profondeur avec une petite rivière souterraine en bas. Ça c'est top, parce qu'il y a de l'eau, et puis injecter le colorant qui part tout seul. C'est quand il n'y a pas d'eau, on verra tout à l'heure. Alors 5 décembre à 16h, alors on était en moyenne zoo, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Donc 1,5 kg de fluorescine. Alors elle est pré-diluée, hein, pour les spéléos qui avaient l'habitude de manier de la poudre. On l'achète directement à bidon, elle est pré-diluée, il fait 1,5 kg. Comme ça, on ne s'en met pas partout, on ne bouge pas vert pendant 3 semaines. C'est pas très agréable. Voilà. Vous avez vu comment les gens viennent, le fait est qu'on avait porté des bidons en 200. C'est tellement facile, il a un OCD, et puis il a même fait poser parce que c'est. Parce qu'il y a un téléphone. C'est bon. Ça vaut le coup de donner les bonnes réponses. Alors, voilà, c'est la parité et on fait travailler les dates. Donc, ça s'est très bien passé, ils ont injecté donc à moins 130. Le colorant il est parti tout seul, ça a été respecté, voilà. Restitution à la doux et au loup, rien ailleurs, et surtout rien à l'œil. Là, personne n'a rien vu, j'ai enfumé tout le monde. Qu'est-ce qui se passe alors? Parce qu'on a les appareils, c'est ce que je vous disais, on met plus des grosses quantités. Avec les appareils, on a pu voir ce qui s'est passé. Donc injecté 1,5 kg de fluorescine, il y avait 2,4 km, ça a mis 3 jours pour arriver quand même. Voilà. Ça fait que 32 mètres par heure. Alors c'est pas mal, 32 mètres. Pour le secteur, c'est presque assez rapide, parce que c'était dans une rivière active. Voilà. Mais la vitesse moyenne, c'est 19, on peut retenir. Voilà. Donc, par contre, effectivement, on n'a pas une bonne restitution, parce qu'on récupère environ 8-10% de la quantité de produits qu'on a injecté. Mais bon, les courbes sont assez nettes. Donc ça, c'était sur le loup, et puis ça, c'était sur la doux. Alors, elle n'a pas une belle tête, parce que je l'ai faite avec des prélèvements manuels. Donc c'est un peu déformé. Juste une petite précision, là, à Vaillé, on n'en a pas parlé, mais il est situé sur le bateau du Larzac, il est juste à côté de la ferme de Grand-Rouge. Voilà, pour situer un peu, pour les gens qui ne sont pas spéléos ou qui connaissent la commune de Pégord, il est juste à côté de la ferme de Grand-Rouge. Alors, pour les puristes, on fait des prélèvements manuels, et puis les fragments sont quand même envoyés, malgré les appareils automatiques. On les envoie à un laboratoire qui les analyse, alors on appelle ça en spectrofluorimétrie. En gros, cet appareil-là, il vous assure que c'est bien la fluorescine. C'est pas un autre colorant ou un autre truc naturel qui vous ferait un faux signal. On valide avec ça, tout a été bien validé comme il faut. Et puis là, vous voyez, il y a eu une petite pluie qui nous a fait une dilution et qui est venue nous déformer un peu la courbe. Normalement, ça aurait fait un joli chapeau. Voilà, ça, c'est un petit peu de fond. Alors, il y a un bruit de fond, c'est ce que je viens avec la récession. En fait, la fin du traçage, vous voyez, elle est bizarre, et là, ça monte encore en concentration. Bon, ben là, on va arrêter, parce que ça faisait quand même déjà plusieurs mois qu'on suivait. Parce qu'il n'a pas plu, donc ça continue d'avoir des traces. Alors, ça, c'est un peu pénible, parce qu'on ne peut pas faire une nouvelle expérience, il faut attendre que ça se termine. L'opération des 2 zèbres. Alors là, c'est là où ça met le coton. Alors ça, c'est un inédit, puisque ça avait déjà été fait, mais les résultats étaient paumés. Ça, c'est un inédit, alors c'est intéressant pour nous, vous avez vu, parce qu'il se situe en plein milieu. Les perles, ça a déjà été fait, on sait que ça va en bas. Lui, on sait que ça va là, mais alors là, on est en plein milieu, très intéressant. Sauf que, il n'y a pas de rivière souterraine en bas. C'est sec. Alors là, donc la topographie faite toujours par l'association, et puis une organisation par Larzac Explo Sélaton. J'ai rien fait, moi, c'est pénard. Ils ont fait venir les pompiers qui ont amené de l'eau, ils ont tout fait. Avec la mairie aussi, moi j'ai rien fait, j'ai amené les bidons, et puis j'ai versé le colorant. J'ai même pas eu la descente dans la cavité, ils m'ont mis un kilo comme juste en bas. Voilà, c'est l'hydrogéologie de feignant, vous voyez. Donc, Jean dit que j'ai eu la main un peu lourde, on a mis 4,5 kg, mais comme on n'avait pas de rivière souterraine, on voulait être sûr que le colorant part bien. Alors les pompiers, ils ont quand même fait pas mal de rotations,
ils ont mis 40 mètres cubes d'eau dans la cavité pour pousser le colorant pour qu'il s'en aille. Voilà. Ça, c'était le 19 mars. 19 mars 2021, on avait la neige, hein, ce jour-là. Monsieur le maire s'en rappelle. On avait la neige. Hein. Donc là, c'est sorti au loup et à la doue de nouveau. Par contre, cette fois-ci, c'était visuel. J'ai monsieur le maire qui m'a appelé, il dit ça sort ouvert là. Il nous a dit qu'il y avait des trucs qui sont ouverts. Moi, je trouvais que c'était pas trop vert. Parce que je peux faire bien pire que ça. C'est mon tableau. Alors, bon, bah là, il n'y avait pas de problème, c'était en visuel. Bon, bah, la courbe, elle parle d'elle-même. Hein. Donc, ça a mis, par contre, alors c'est Abidjan, je ne vous ai pas dit, il a fallu faire une crise cardiaque, ça a mis 23 jours à sortir. Alors, lui, il disait c'est mort, ça ne sortira jamais, on ne le reverra plus. 23 jours, ben, parce qu'il n'avait pas de rivière, on a injecté un CO en altitude, il faut laisser le temps à ce colorant migrer pour descendre dans la partie noyée, et puis une fois qu'il est dans la partie noyée du karst, et ben, qu'il puisse aller à l'horizontale et rejoindre la source, tout simplement. Alors, l'institution elle est assez rapide tout de même, et puis elle est interrompue directement parce qu'il y a eu des pluies. Alors là, ça a fini tout dissiper, plus de colorant, ça a tout nettoyé. Donc c'est pas très rapide, 5 mètres par heure, tout à l'heure on était à 30, donc en moyenne ça fait 4. Bon, mais c'est lié à ce parcours vertical. Par contre, on a retrouvé quasiment la totalité du colorant, 75%, c'est vraiment très bien. Je passe à la suite, là où je vous avais mis, c'est le fond de la cavité qui était un peu vert. Alors la reine des perles, parce que là, effectivement, on l'aime bien, j'ai bien fait de leur dire d'y retourner. Avec ce qu'ils ont découvert derrière, c'était pas mal. Donc du coup, on voulait injecter au départ, comme d'habitude, là par là, et puis c'est Laurent Bizarre, il me dit, j'ai creusé un peu avec la massette, et puis quand on va plus loin, là, j'ai carrément trouvé une cascade avec de l'eau. Alors il ne faut plus injecter dans le petit boyau, il faut l'injecter plus bas. Donc de devant, on voit c'est Cindy qui bosse, on ne fait pas grand-chose. Donc 2 kg de sulforodamine, alors là c'est un gros bidon, il y a une cascade, c'est du rouge. Et là, on avait un débit naturel de nouveau de 2 litres par minute, c'est pas beaucoup, mais c'est très bien. Bon, par contre, on injecte à 40 mètres de profondeur, c'est pas très profond hein, par rapport aux autres années. De nouveau, on sort, on s'y attendait, hein, à la source des Coutelles, et également dans l'Évent sud-est, donc c'est ce que disait Jean, c'est la cavité qui est ici, là, qui partait en longueur que vous aviez sur son plan. Donc, je vous l'ai mis ici, ça c'est la coupe de la cavité. Et puis donc, dans cette cavité, à un moment, il y a un siphon. Le siphon 2, là. Donc le colorant a bien été retrouvé dans ce système-là. Par contre, la déception, c'est qu'on n'a pas retrouvé à Bronzinadour, alors qu'en 2013, on l'avait eu. Donc en fonction des conditions hydrologiques, si c'est en basse zone, en moyenne zone ou en haute zone, peut-être que certains écoulements ne se font pas. Donc ça vient un petit peu complexifier notre étude. Voilà. Donc là, les produits ont été analysés toujours pareil au laboratoire, etc. 36 heures pour sortir, Jean vous l'avez dit, c'est rapide. Hein. 36 heures pour faire près de plus de 2 km. Ça fait 63 mètres par heure. Par rapport à tout à l'heure, on est 3 fois plus. Ce secteur-là draine bien. Une restitution, par contre, qui est assez pénible. Vous voyez, le colorant, en fait, il met des plombs à sortir. Voilà. Alors, les premières fois, on s'était dit, puisque je me rappelle qu'ils n'avaient pas découvert la suite, là, tout ce qu'ils nous ont montré, là, les lascars, donc, le traceur, il est piégé dans la cavité. Alors, on comprend mieux, effectivement, quand ils y vont, puisqu'ils nous disent le bout, il est tout rouge, la vasque, elle est toute rouge, là, le colorant, peut-être les 3/4 qui restent piégés là-dedans. Et puis il faut attendre qu'il pleuve pour que ça se rince et que ça sorte. Là, du coup, ça met assez longtemps. Bon, c'est pas très grave, au contraire, ça veut dire pour le captage communal, ça tamponne un petit peu. Hop, alors on va passer sur le plus dernier. Bon, j'ai pas mis le banquier. Je fais directement la synthèse. En plus, j'aurais respecté, moi j'ai fait 25 minutes. Donc je vous ai remis en bleu, c'était les connaissances qu'on avait avant l'étude. En vert, les connaissances qu'on a pu acquérir au cours de l'étude. Donc je vous ai mis dans celui du banquier. Voilà. Donc ça, c'est un traçage qui a été fait pendant, ils vous ont parlé là, de l'exploration et pompage sur la côte du banquier. Donc là, c'était un inédit. Donc on l'a rajouté. Hop, voilà. Donc ça nous permet de faire le bassin d'alimentation hydrogéologique. Alors certains contours sont un peu à la louche. On en reviendra juste après dans la conclusion. Donc en gros, on a un bassin d'alimentation, le loup et la doue. Un bassin d'alimentation qu'on pourrait appeler perle, Coutelle, Bronzinadour. Et puis le dernier, alors un peu la grosse mouche quand même, hein, c'est saut du lièvre, cochon, banquier. Alors lui, il y a un gros no man's land ici, hein, on est d'accord. Alors, si on revient sur une conclusion sous forme d'un petit bloc diagramme comme ça, donc normalement, on a ces marques dont je vous parlais tout à l'heure qui nous font une étanchéité entre les formations donc, jurassiques supérieures et puis donc les formations jurassiques inférieures.
finalement, ces normes, on peut se dire qu'elles sont un peu sélectives parce qu'on voit que le colorant, il arrive à descendre. Donc à certains endroits, ça passe, et puis à d'autres, visiblement, comme disait Franck, il y a un vasque d'eau qui reste, ça passe pas. C'est un petit peu sélectif. On a vu qu'il y avait une compartimentation entre le nord et le sud, le système Ladoux, et puis le système Perle-Pétel. Par contre, on se pose des questions. La limite plus au nord. Voilà. Est-ce que la faille de Saint-Michel, qu'on a vu tout à l'heure, qui a décalé les formations géologiques, est-ce qu'elle nous amène de l'eau? Parce que c'est une faille, elle est vide. Ou est-ce qu'au contraire, elle est remplie de matériaux imperméables et elle nous fait une étanchéité? Ça, on ne sait pas trop encore. Et puis, il y a la limite qui est à l'est. Donc là, on a vu que c'était un peu flou. Du coup, prochaine étape, il faut continuer de faire des traçages. Donc la veine du cochon, qui est prévue la semaine prochaine. Voilà. Et éventuellement, le traçage du saut du Lièvre, qui sera prévu un autre jour. Ils ont encore d'y aller, mais je vais les insister un petit peu parce que et puis également, on va mettre en place avec la communauté de communes le suivi des débits. Parce que là, on a tracé les bassins, tout ça c'est bien. Et c'est important c'est de connaître quel est le débit qui sort du système, et puis savoir quand on a des pluies, comme le week-end dernier, comment ça se recharge. Est-ce qu'il y a tout qui ressort, il n'y a rien qui reste stocké, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a un potentiel de stockage qui permettrait d'avoir de l'eau pour les populations. Alors, si je remets la carte de tout à l'heure, les points d'interrogation, ça va être là où on se pose des questions, ce que je disais, la faille de Saint-Michel. Ici, pareil, il faudrait pouvoir clôturer correctement le bassin de Ladoux. Et puis là, on a quand même une grosse zone, je vous disais, on ne sait pas trop. Voilà. Alors, si on fait des estimations sur le bassin, ce que j'ai dessiné là, ça fait à peu près 16 km². Si on compte la pluie efficace qui va s'infiltrer sur le secteur, on n'est pas loin des 150 à 200 litres secondes et qui sont le débit de la source. Donc, on n'est pas loin aussi quand on fait une approche hydrologique simple de la réalité. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Voilà. Et je crois que j'en ai terminé. Et bon. Voilà. Ça ressemble un petit film à vous montrer qui dure un peu 4 minutes. Et c'est le film qui résume le traçage qu'on a fait à la veine des Deux Zèbres et à la veine des Perles. Voilà. Donc, on a fait en même temps, le même jour, les Perles et les Deux Zèbres. Donc on a fait, voilà, et vous allez voir la rivière au coulée verte, parce que je maintiens que tu as eu un bleu. Bon. Au troisième épisode, je lui dis, Nicolas, tu es certain de ce que tu fais? Il m'a dit oui, tout à fait. Bon, voilà. Donc on a fait, voilà, venir les pompiers, parce que comme vous expliquez Nicolas, il n'y a pas de on n'a pas le lit de nous. Voilà, je ne sais pas si vous n'avez pas de moi. C'est pas bon. Voilà, donc on remercie Mathieu pour les belles images de drone. Et puis les pompiers d'Amiens. Et les pompiers, vous allez lire avec les pompiers de l'Amiens et du Québec aussi, qui ont été présents et qui nous ont permis de réaliser ce traçage. Puis comme ils sont modestes, ils vous le disent pas, mais aller descendre un tuyau de pompier à 80 mètres de profondeur, je me rappelle pas, je les félicite quand même, et je remercie également tous les bénévoles qui ont fait tous ces prélèvements d'eau pendant plusieurs semaines, parce que c'est quand même un travail. Voilà, et ça nous permet au travers de ce petit film de remercier aussi tous les partenaires qu'on a sur ce projet l'Observatoire de Cars, que ce soit le ciel, que ce soit la communauté de communes, que ce soit aussi le musée pour l'organisation de ces conférences. On est sur un cycle de conférences, comme on disait, c'est la troisième conférence qu'on fait. On a décidé de s'expatrier un petit peu, mais on les faisait à Lodève à la base qui parlait de l'eau de Péguerolles à Lodève. On s'est dit, ouais, on va pas aller à Péguerolles. Donc il y aura une conférence qui aura lieu aussi le 13 mai à Saint-Maurice-Navassel et qui parlera de la liste, des travaux futurs qui sont en train de se préparer sur la vallée de la liste. Voilà, c'est les grands de Sud-Ouest. Voilà, la votre bière, c'est grand, l'Est. C'est pas vert. Merci au Nicolas Lézard, le conseil départemental aussi, de nous suivre et de rendre nos frontières fidèles. C'est vrai que sans ce partenariat, on le dit, mais entre le conseil départemental, les associations, la mairie de Péguerolles aussi qui nous aide et qui nous soutient depuis le début, vraiment
voilà. Pour nous, c'est rendre un peu le travail et montrer tout ce qu'on fait. Certes, la spéléo, c'est un passe-temps, c'est un loisir, c'est sportif. Mais voilà, nous, on considère la spéléo aussi comme un moyen d'étudier les canaux, d'étudier les bassins hydrogéologiques. Et puis, alors, à notre niveau, on n'est pas des scientifiques, mais on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice pour qu'on comprenne un peu mieux le pouvoir. Et puis aussi dans le parchemin souterrain, on a essayé de faire une synthèse de ça. Donc voilà, là on finira sur ce petit film. L'idée est une conférence de 13 mai à Saint-Louis-sur-la-Selle. Et puis on continuera aussi une conférence par cette belle vallée. Je pense que Franck aura des choses à nous montrer aussi sous l'eau, parce que là-bas c'est encore un autre fonctionnement avec des tout autres dimensions. Voilà. Donc, vous voyez, on a essayé avec l'image de l'Arzac voilà, qu'on croyait laisser. Voilà. C'est très sympa. Et voilà la zone. Ensuite, comme il y a des applications de spéléo, si jamais c'est un petit peu vert dans quelques jours, oui, vers la vallée de la Bresse, c'est vraiment faux. Et préparez-vous, puis un petit coup de fil si vous voyez que c'est coloré, c'est pas mal aussi. J'en profite également aussi pour vous dire qu'à la fin de cette présentation, il y aura un petit coup à voir payé par la mairie. Et puis voilà, donc là, si tu veux clôturer les choses, voilà. Il pourra dire que je ne voudrais pas que vous passiez un peu de voir durant le premier aussi, très bon veille, donc on va un petit peu